Ils n'avaient rien, pas de thunes, pas de réseau, juste une idée. On est à Clermont-Ferrand à la fin des années 2000 et 3 potes passionnés de glisse se lancent dans la création d'une marque éco-responsable de snow, Pitcher Organic Clothing. 15 ans plus tard, leurs vêtements sont portés aux 4 coins du monde par des rêveurs, des riders et des activistes. Pitcher est devenue une marque culte. Pas parce qu'elle coche les cases du marché, mais pour sa vision, son style et ses engagements radicaux. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent André, qui est le cofondateur de la marque Pitcher Organic Clothing. Ensemble, on a parlé de vision de marque, de tonalité, de production de documentaires sur YouTube. On a parlé d'internalisation. Il m'a aussi raconté pourquoi leur community manager a failli cramer pendant les élections législatives. Cet épisode est un régal. Je vous invite à le découvrir tout de suite. Très bonne écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses dont je souhaite qu'on parle. J'aimerais parler de marque avec toi. J'aimerais parler d'engagement, de stratégie de contenu. Et puis, puisque tu es chez nous, je ne vais pas te lâcher de tout de suite parce que j'aimerais qu'on revienne ensemble sur la naissance de Pitcher, sur vos débuts. Un peu à la débrouille, entre potes passionnés, que tu nous racontes ça, moi ça me plaît. On va parler aussi de votre positionnement très singulier, voilà, dans un marché outdoor qui est assez obsédé par la perf. C'est pas tout à fait votre angle, et ça aussi c'est intéressant, ça m'intéresse. Et bien sûr on va passer au crible, votre présence sur les réseaux sociaux, votre production de contenu aussi, vous êtes consommateur, très producteur de contenu, puis votre tonalité de marque aussi où il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ça te va, Vincent, comme programme ? Ça me va très bien, c'est a priori ce qu'on fait un peu, donc je peux en parler. Allez, magnifique, super. Allez, pour celles et ceux qui étaient dans une grotte là, ces 10 dernières années ou 15 dernières années, 17 ans. 17 dernières années. Beaucoup de pelle, ouais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter Pitcher Organic Clothing ? Eh ben, Pitcher, c'est une marque qui est née par la passion de 3 potes d'enfance, donc Julien, Jérémy et moi-même. Et en fait, nous, on était ultra pratiquants de sport de glisse. On avait notre propre crew qui s'appelait Session 63 à Clermont, tu vois. Et on partait avec les potes rider, que ça soit du snow, du skate ou du surf ou du kitesurf, tu vois. Ça, c'est les sports qu'on a pratiqués à mort avec les potes, avec toute une bande. Et ça nous a tellement passionnés, ça nous a tellement mordus qu'à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a moyen de vivre de notre passion ? Comment on peut essayer de vivre de notre passion ? Et c'est vrai que Pitcher est né de ça, c'est-à-dire de ces aventures qu'on a vécues ensemble, donc entre amis, mais avec ces sports de glisse, parce que c'est comme ça que ça s'appelait en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, on englobe un peu de tout dans la outdoor, mais à l'époque, on pratiquait les board sports essentiellement. Aujourd'hui, avec l'âge, tu vois bien que tu es hybride dans tes sports et que tu vas autant faire un peu de grimpe, un peu de trek, un peu de trail. Et en fait, tu reviens à tes premiers amours, mais tu te rends compte que ça fait vite mal. Bah oui. Mais voilà, tu mélanges, tu varies un peu les plaisirs. Donc Pitcher a glissé vers l'outdoor. Mais à la base, effectivement, Pitcher, c'est une marque de glisse créée en 2008 à Clermont-Ferrand par 3 passionnés de board sports. Alors, effectivement, au tout début, c'est une marque que j'avais identifiée comme du textile pour le snow. Ouais, quasiment. Voilà, moi je suis au Savoyard, donc je vous ai vu arriver sur les pistes, les gars. Voilà. Et puis entre temps, effectivement, vous avez très largement élargi votre gamme. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste de dire que Pitcher c'est une marque d'outdoor lifestyle ? Ah ouais, totalement. Ouais. Aujourd'hui c'est ça et c'est ce qu'on voulait aussi. C'est-à-dire, en fait, Pitcher, ça suit ce que nous on devient aussi avec le temps, parce que tu vois, ça fait 17 ans. Et 17 ans, il s'en est passé des choses. Et puis t'as certains trucs que tu lâches un peu, tu vas toucher à d'autres milieux, tu vois, un peu de mountain bike, tu vas chercher d'autres styles, tu veux trouver d'autres sensations. Et en fait, Pitcher, ça suit un peu, ça reste un projet, Pitcher, ça vit, quoi. Ça vit en même temps que nous, quoi. Donc un projet avec, comme tu as dit, 3 fondateurs. Yes. 3 potes qui se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans. Voilà, j'ai lu ça quelque part. Ouais, alors... Ouais, c'est à peu près 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Vous vous êtes donné pas mal de mal. Voilà, j'ai lu un peu le lore autour de Pitcher qui est assez fascinant, vraiment ce côté un peu galère, puis au final la marque qui explose, l'aventure entrepreneuriale elle est assez folle. Le déclencheur réellement de vos aventures entrepreneuriales, qu'est-ce que ça a été ? Parce que là tu nous dis, on se dit tiens ça serait chouette d'en vivre, mais est-ce que tu te souviens le moment où il y a eu un tilt genre ok vas-y go ? Ouais. Et le premier truc que vous avez vendu, qu'est-ce que c'était ?
putain, le premier truc qu'on a vendu. En vrai, je dirais qu'il y a une première phase à ça, c'est-à-dire qu'on avait, en fait, on avait réuni donc les 2 magasins phares de Clermont, donc ils ont Glee Shop et Bass, qui sont les 2 personnes avec qui on est amis, hein, les boss de shop, on est amis, et c'est voilà, on partait au ski avec eux, au skate ensemble, etc. Et en fait, t'as un snow shop et un skate shop. Et en fait, le truc, ça a été déjà de leur présenter un peu le projet à la base. Et en fait, c'est quand tu présentes le projet à des personnes qui sont dans ce métier depuis déjà des années et qui sont bons et pertinents dans ce métier, qui disent ouais bon ça c'est un peu à chier. Ça là il y a une bonne idée, tu peux commencer à l'explorer, à l'exploiter, mais ouais ça oublie, c'est pas ça va pas jouer. Et du coup là tu prends conscience que tu es en train de créer quelque chose. Et même si c'est pas très abouti au moment où tu t'en parles. Ça, vous aviez quel âge quand vous avez fait ça, quand vous avez fait vos premiers moves comme ça, un petit peu de réflexion sur tiens, on ferait des t-shirts, on ferait ci, on ferait ça. Alors à la base de la base, la première fois qu'on en parle, c'est avec Julien dans ma chambre. J'ai 20 ans, il en a 25. Ouais, c'est ça. Et j'ai 24, tu vois. Et en fait, la première fois, c'est une marque de skate pitcher. C'est ça, à la base, on était en train de contacter Dwindle pour essayer de faire des boards et un peu de sap et un peu de pompe. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, on n'était même pas acheteur de notre truc qu'on était en train de faire. Parce qu'on est skateur et un skateur, ça n'achète pas de produits neufs. Non, mais c'est vrai. Et on s'est dit, en fait, on fait un truc qui va servir à rien. On n'a rien à proposer en plus à ce sport de mieux, de différent, de disruptif. Qu'est-ce qu'on leur amène de nouveau, en fait, aux skateurs là ? Est-ce que moi, je trouve que c'est cool ? On s'est dit, faut creuser. En fait, c'est vraiment ça, Pitcher. C'est un long fil qu'on a déroulé. Et jusqu'au moment où on s'est dit, mais en fait, on a plus de valeur ajoutée à aller proposer quelque chose dans le snow, qui nous parle tout autant, parce qu'on est pratiquant depuis de nombreuses années. En fait, à la base, on s'est posé la première question d'être athlète, mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'il fallait du talent. Et voilà, il manquait un peu de talent là-dedans. Et du coup, on s'est vite rabattu sur un truc. On se dit, c'est quoi qui nous fait tant vibrer que ça autour de ces sports ? En fait, très vite, tu as la marque qui arrive. Parce que la marque, elle te proposait déjà des personnages, des personnes qui vont rider, soit femmes ou hommes. On te propose quand même un univers. Et derrière, on te propose des vidéos. Tu avais des temps. Alors maintenant, c'est avec les réseaux, tu consommes du consommable, mais à l'époque, tu attendais un an la sortie de la vidéo de la marque, quoi. Bien sûr. Et ça, c'était... que tu allais regarder dans ton skate shop ou ton snow shop, effectivement, où tu avais les écrans qui tournaient en boucle. C'est ça, tu te posais, posais une petite canette, tu regardais les trucs, tu te mettais la chauffe, et après, quand tu pouvais l'acheter, putain, tu ramenais ça et tu la ponçais. Hein. Ouais. Tu avais 7-8 vidéos et tu les ponçais avant de partir c'est vrai. En trip. Et ça, c'est vraiment cet univers-là qui nous a dit, putain, faut qu'on fasse un truc là-dedans. Et c'est là où on s'est dit, dans le snow, on a quelque chose à apporter, et notamment sur le côté sustainability. Tu vois, c'est là, sur l'environnement, l'éco, tu pratiques sur des aires de jeu qui sont naturelles, et en fait, tu as conscience quand même que tu les abîmes un peu quand tu pratiques. Donc, essayons d'atteindre cette neutralité, essayons de faire un truc qui permette au moins de se dire, voilà, on aime bien rider, il faut préserver. Et en fait, ça part de là, un Pitcher Organic Clothing, c'est ça. Et ça part d'un constat tous les trois qui était en fait, parce qu'il y en a plein qui utilisent tout un tas de mots pour dire des fois pas grand-chose. Et le truc pour nous, c'était la débrouillardise. Tu te démerdes. À l'époque, tu n'avais pas de thunes. Tu avais un pote qui avait la bagnole. On montait à 6 dedans. Alors, pas cool pour le code de la route, mais en fait, on partageait l'essence à 5. Tu avais les boards qui te passaient au-dessus de la tête. Et tu avais un appart de 4 alors qu'on était 12. Et c'était des pattes sur un réchaud, quoi. Enfin, c'était de la débrouillardise, en fait. Et tu utilisais que ce que tu avais réellement besoin. Parce que finalement, ça n'a pas trop changé en 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on te rabâche ça. Tu vois, la sobriété, c'est ni plus ni moins ce qu'on faisait quand on avait 17 ans. Hein. Avant qu'on parle d'engagement, parce que c'est fondateur chez vous, moi j'aimerais bien comprendre, parce qu'il y a ces 3 associés. Alors, c'est pas si commun que ça, finalement, des marques avec 3 associés cofondateurs. Voilà. Comment vous répartissez les rôles entre associés ? Ça marche comment ? Ça s'est fait assez naturellement. Parce qu'on n'a pas du tout le même cursus. Julien, lui, il a fait Euromède Marseille, donc école de co. Géré, lui, il était archi. Et moi, j'étais en école d'informatique. Donc, tu vois, 3 complètement différents, mais du coup, ultra complémentaires dans ce genre d'aventure.
Et du coup, tu vois, Julien, il a pris toute la partie marketing, développement, export, ce qui fait un peu cette vie où tu vas à droite, à gauche, la tchatch et tout ce qui va bien. Géré, lui, il a pris toute la partie DA, parce que déjà, il est réellement bon là-dedans. Julien est daltonien, donc les couleurs, bon, c'est top it. On lui a fait choisir un intérieur de veste une fois, c'est ressorti marron. Enfin bon, bref, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Et moi, je sais pas dessiner. Comme ça, au moins, c'est vite réglé. Et moi, j'ai pris toute la partie support. Donc, toute la mécanique, en gros, de tout ça. Donc, chacun, finalement, naturellement, est parti. Et alors, qui prend en charge la dimension communication? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un travail que vous faites tous les trois ensemble? Est-ce que c'est aussi ça qui vous rassemble? C'est qui? Ou alors est-ce que c'est la ligne de nage de l'un de vous trois? Jusqu'en 2020, je dirais quoi? Je vais pas dire de bêtises, je vais me faire engueuler. Surtout qu'on peut pas monter, tu dis. Non, jusqu'en 2019, tu vois, juste avant le Covid, 2020, c'était nous trois. Alors bien sûr avec des équipes, hein, voilà, on n'est pas solo, hein, maintenant on est quand même un peu plus de 90. Donc tu vois, c'est voilà. Mais c'est vrai que le côté shooting photo, le côté disruptif, où on faisait, par exemple, on se mettait à poil la New Collection ou genre truc là, ou Terror Raptor, ces trucs-là, tu vois, on bossait en collaboration avec la Riot House, qui est une boîte justement de vidéo et de photos, qui est à Clermont et qui nous aide vachement là-dedans, parce qu'ils sont assez disruptifs dans la manière dont ils ont envie, enfin, dont ils ont compris notre message et comment on doit le véhiculer de manière disruptive. Parce que nous, notre truc, ça a toujours été un peu l'impertinence, même si, bon, le mot, ça veut tout et rien dire, mais c'était vraiment toujours de parler d'un sujet sérieux, mais d'essayer de le tourner d'une manière à ce que, mine de rien, ça soit pas moralisateur, chiant, trop pédago. Mais il faut pas que ça soit trop non plus, j'en s'en fous. C'est, voilà, on aimait bien tourner le truc à la dérision. Donc précédemment, vous bossiez avec Riot House? Toujours. Hein. Toujours, ok, très belle agence à Clermont, etc. Est-ce que vous avez des équipes internes liées à la communication? Comment ça marche? Bien sûr. Tu m'as dit tout à l'heure en buvant le café que vous étiez plus de 90 aujourd'hui. Hein. Donc oui, aujourd'hui on a un vrai bureau MarketCom avec tout un tas de personnes qui nous suivent, qui nous conseillent, parce que des fois on peut aller un peu loin. Et des fois, c'est pas très pertinent, donc ils ont raison de nous dire ouais, non, ça, pas ouf, ça. Qui c'est qui a le last call sur la com chez vous? C'est compliqué. Je dirais Jérémy. Ouais, je dirais Jérémy. Okay. C'est vraiment celui qui te dit on appuie pas, parce que c'est vraiment toute cette dimension artistique, mais. Puis bon, c'est un patron aussi, donc c'est vraiment le dernier. Mais généralement, on écoute quand même énormément notre directeur market. Hein. Ok. En fait, en off, c'est quand même lui qui a le dernier mot. S'il nous dit que lui, il irait vraiment pas, qu'il est pas chaud, de toute façon, tu vas pas là où les équipes vont pas vouloir te suivre. Ça a pas de sens. Ouais. Au contraire, il faut qu'il y ait un entrain, il faut trouver une idée qui entraîne tout le monde, et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Et pour le social media, comment ça se passe? C'est du fait maison? Ouais. De la même manière, hein, tu vois, t'as une équipe aussi, pareil. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. On s'est réellement professionnalisé, tu vois, après 2018. Ouais, 2018, tu vois, c'est vraiment... Okay. Là, on est devenu assez plus pro. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui s'occupent des réseaux sociaux? C'est une équipe. Alors, après, tu sais, ça se mélange avec toutes les équipes market. Ouais. Tu as une personne qui les drive de A à Z, mais après, tu as tout un tas de personnes qui vont créer du contenu, qui vont orienter certains trucs, qui vont aller piocher des idées. Donc, en réalité... Tu as un social media manager, on va dire, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis après, tu vois, mine de rien, tout le bureau MarketCom, c'est 10-12 personnes. Ah, ok, d'accord. Ouais. Très clair. Aujourd'hui, ce que vous faites en social media, c'est du sacré. C'est-à-dire qu'au début, on avait le compte Facebook, on se le partageait à 3. Donc des fois, tu avais quand même un peu de la merde. D'accord, quand tu dis les 3 fondateurs, vous étiez sur le compte Facebook. Bah oui. Bien sûr. Après, on a pris un stagiaire, puis après, le stagiaire est resté. Ouais. Et puis, le stagiaire est devenu, il est passé en CDI, et puis il a basculé en RSE. Et il est devenu un des piliers RSE de la boîte. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que aujourd'hui, vous êtes arrivé à un niveau. Bon, compte Instagram, c'est 202 000 followers, c'est quand même. On est sur des très gros comptes de marques, très installés. Mais est-ce que tu te souviens quand est-ce que vous avez ouvert ce fameux compte Instagram de Pitcher Organic Closing?
Alors le Facebook, je vais parler de Facebook parce que même si ça paraît boomer aujourd'hui, il n'empêche qu'on s'est créé là-dessus et on nous a connus grâce à ça parce qu'en fait on n'avait pas de sous pour faire un site internet. Donc le premier site de la marque, le premier vrai site de la marque, c'est le MySpace de la marque en 2008. Et très vite, je Il y a crois quelques marques, il y avait des marques à l'époque il y avait Sixpack, je sais pas si tu te souviens de cette Oui, marque oui, aussi, oui, qui était un ouais, peu dans cet univers que vous bossiez, etc. Très MySpace aussi. Exact. Ouais. En vrai, c'était gratuit et tu avais quand même une bonne portée, quoi. Ouais. Tu n'avais pas tout un tas d'algorithmes qui venaient casser tes messages. Ouais, surtout, tu pouvais commencer à poser les bases de ton identité. Exactement. Tu pouvais mettre un peu de contenu, tu pouvais donner tes pensées. Du etc. son, la vidéo. C'est du temps homme, c'est tout. Ouais. Et du coup, on s'est lancé là-dessus. Donc, le premier Et site. ça, c'est toi qui geek ces trucs-là? Pas forcément Ouais. que moi. Hein. Là, franchement, on y était tous les trois là-dessus. Hein. Et après, derrière, c'était Facebook très vite, parce qu'effectivement, ça avait une puissance largement supérieure à MySpace, qui a vite disparu. C'était plus une plateforme de musique après, mais du coup, Facebook a été un vrai tremplin web pour nous. Ouais. Ça a été, c'est là où on s'est construit jusqu'en 2010. Ouais. Et après, Instagram, je crois que c'est 2011, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Mars 2012. Putain, tu vois. Ouais, mars 2002, c'est-à-dire quand même juste un mois avant le rachat d'Instagram par Mark Zuckerberg. Exact, ouais. Donc, c'est-à-dire quand même vous êtes dans les pionniers. Pour moi, voilà, quand tu as eu un compte de marque avant qu'il soit racheté par Meta, C'est ça. tu es déjà dans les pionniers. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la dimension social media, elle est chez vous depuis le tout début de votre aventure? C'est juste qu'on n'y connaissait rien et qu'on comprenait. Alors, Instagram, ça a été plus dur pour nous. Parce que tu vois, nous, on est plutôt des enfants de Facebook et de MySpace. Mais après Insta, tu vois, il a vraiment fallu qu'on se fasse aider par des jeunes. Ah ouais, Bon, je ok. ne les considère pas comme vieux, hein, mais tu vois, très vite. Et tu vois, heureusement qu'aujourd'hui, on a une équipe, tu vois, une équipe qui est au top autour des social media, notamment TikTok. Parce que tu vois, moi, je ne l'ai même pas sur mon téléphone. Donc au début, t'es un peu décroché. T'as le sentiment C'est super dur, ça. Tu sais, pourtant, je me sentais pas. Ah bah t'as Je pris me un sentais à l'aise avec ça et j'ai pris. Ouais, ça m'a mis un putain de coup de vieux. J'y comprends rien, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il y a des gens qui comprennent. Mais quand même, il y a ce fil conducteur qui est resté, qui est celui de Pitcher comme étant une marque résolument communautaire. Moi, je trouve ça. Donc... Et web, web, c'est-à-dire qu'on a été très vite très fort là-dessus. On était bon là-dessus. Ouais. Et on l'est toujours, hein, mais c'est juste que c'est vrai que tu vois, ça va tellement vite tout ça. Les plateformes, le format du message que tu veux véhiculer, où, quand, comment, avec quel algorithme, ça va à une vitesse maintenant. Est-ce que tu crois, est-ce que vous vous êtes monté dès le début avec une notion très forte autour de la brand, de la marque? Tu en as parlé tout à l'heure comme étant vraiment un moteur de votre aventure entrepreneuriale, avant même le produit. La marque, je trouve ça génial. C'est-à-dire même, vous avez eu des hésitations sur le produit, mais le point de départ, c'était la marque. Et je trouve qu'effectivement, ces univers du skate, du snowboard, etc., sont la brand, ça a été peut-être des verticales sur lesquelles la brand, elle a été initialement, elle était très très forte. Ouais, bon, des produits, alors un produit en particulier, tu vois, c'était les premières vestes de snow qui sont, et tu vois, la manière dont ils ont été dessinés et les coloris, les premiers coloris sont restés gravés dans la mémoire de tous ceux qui nous connaissent ou qui nous suivent depuis le début. Le bleu pitcher, c'est souvent dans les shops, on dit, bah, tiens, ça ressemble un peu au bleu pitcher. Je dis pas, tu vois, C'est vrai. le bleu, normalement c'est un bleu roi. Et la coupe de la veste, moi je l'ai en tête exactement. Et ça, tu vois, c'est vraiment ça a été un travail, on s'est donné, il faut que les premières vestes techniques, il faut vraiment qu'on apporte quelque chose de disruptif dans cette industrie. Il faut vraiment qu'on apporte quelque chose de différent et c'est là qu'est né, tu vois, en fait, ça part d'un constat un peu bébête, hein, t'as des marques qui traitaient le segment ultra tech, mais bon, un peu boring, tu vois, en market, et derrière, tu vois, le côté look était un peu laissé de côté. Et environnemental, je t'en parle même pas. Derrière, tu avais des marques qui faisaient que du look, très cher, et finalement, côté environnemental, mis de côté, technique aussi. Puis tu avais une marque environnementale que tout le monde connaît, hein, Pata, mine de rien, c'est quand même notre père. Vous l'aviez en bench à l'époque, quand vous montez, c'était vraiment, vous l'aviez là en focus? Les premières Vest Pitcher, c'est des mélanges de plusieurs marques qui sont nos marques favorites. Et dedans, tu retrouves du Pata, tu retrouves du Special Blend, du Burton. Ouais. Tu retrouves, y avait quoi Il y avait du Rossignol Snowboard.
Donc tu veux dire que les premières, c'est des prototypes où vous avez mixé un peu, En fait, aggloméré nos des trucs qui vous tenues- plaisaient. on a pris nos 3 tenues préférées, qu'on kiffe trop rider. En fait, on les a allongées, on a gardé que ce qui nous paraissait être essentiel et top. On a mis notre sauce et notre patte graphique dessus, mais c'est un mélange un peu de tout ça pour arriver à avoir quelque chose qui répond à ce qu'on voulait faire en enviro, qui réponde à la technicité que ça doit avoir pour pratiquer nos sports, et que ça réponde aussi à ce que mon associé Jérémy appelle le beau. Faut que tu sois looké, quoi. Faut que ça ait de la gueule. Et au même prix que les autres. Explique-moi juste C'était un ça. truc là, quand vous avez entre 20 et 24 ans, si j'ai bien compris, que vous Ouais. déboulez juste en nous, on va faire des veilles de snow. Donc vous déboulez. Comment on fait là après? Une fois qu'on a l'idée, tu vois, c'est bien beau. Ouais. T'as pas d'offre, t'as pas comment dire, t'as pas de business model tant que Ouais. ça. Et surtout, comment tu fabriques? Comment tu prototypes ça? C'est quoi les process là? Comment vous avez appris à le faire? Ah bah, en fait, tu dois tout apprendre et assez rapidement parce qu'en fait, tu as quand même un cycle d'exploitation de ce Ah ouais. genre Saisonnalité de de ouf. saisonnalité. Ouais, bien Où sûr. en fait, bah, tu as des précos, cette industrie elle fonctionne en Ouais. précommande, donc Ça tu as rate des pas. précos et c'est tel moment à tel moment, après c'est fermé Ouais. quoi. Donc quand on a compris ça, déjà on est au mois de septembre, c'est un peu tard. Ok, vous avez Les précos vous restez sont un an pour décembre. bosser, quoi, ok. Bah ouais, mais en fait, on avait dessiné plein de choses, Ouais. mais en réalité, on n'avait rien patronné encore. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de patronage de fait, il n'y avait pas de prototype zéro, de sample set, tu vois, on n'avait pas ça. Et du coup, là, il a fallu qu'on accélère en 3 mois. Donc, c'est là où, avec Julien, on part au salon Première Vision à Paris. Ça, c'est notre première étape de boulot. Ok. On a dessiné avant, tu vois, on a trouvé le nom de la marque, on a quand même dessiné le logo, enfin, tu vois, Il y a un univers, vous avez posé des choses, ouais. mais on n'a rien à vendre, Ouais. tu vois. Et c'est là où on fait Première Vision pour se dire, bah, il nous faut trouver des matières qui répondent aussi à ce qu'on voulait en enviro, et il faut qu'on aille voir comment ça marche. Donc, Première Vision, on se pointe là-bas. Bon, on n'avait pas de thune pour l'hôtel, donc on a dormi dans la bagnole, dans un parc à Paris. Et on s'est pointé à la porte de Versailles, on a fait le salon, les mecs ils te regardent, alors ils disent bah tu le veux quoi en jauge 20, jauge 21? Je sais pas, ça c'est bien ça, non? Le mec il fait ah ouais d'accord, Ouais, vous aviez aucun jargon, rien, bien sûr. il fallait apprendre. Donc quand t'as passé 2 jours dans le truc, tu commences à comprendre un peu comment ça marche et tu rencontres des gens. Et c'est ces rencontres-là qui font que, tu vois, des fois, il y a une part bien sûr qu'il y a 2 tiers de boulot acharné, mais putain, il y a 1 tiers des fois de hasard et un peu de chance. Parce qu'on tombe sur un mec d'eau son métier, c'est contre-coller des membranes. Ça s'appelle TIM. Et ce mec-là, il a, avec une connaissance à lui, il contre-colle une membrane biocéramique, machin, donc un truc qui a gagné le concours Lépine et qui a des propriétés thermiques qui sont assez folles, avec justement une qualité environnementale. On se dit sur une membrane, c'est top, normalement c'est du polyuréthane, enfin tu vois, avec colle plein de solvants, machin. Putain, on a un premier truc cool là. Et ce mec-là, il nous dit, mais contactez un tel, allez à Annecy le voir, et de ma part, et vous allez voir, il va vous aider justement à construire. Parce que, bon, bah, sur une veste, t'as 40 fournisseurs. Hein. C'est 7 heures de boulot pour monter une pièce. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Parce que souvent, t'entends, ouais, bah, 250 balles, j'espère qu'il tient chaud le truc. Ah, il y a quand même 40 fournisseurs, 7 heures de boulot. En fait, voilà. Oui, c'est pas un mauvais t-shirt. produit. Non, Ouais, c'est plus compliqué. donc voilà, c'est compliqué, mais il fallait qu'on apprenne. Et du coup, bah, pour la petite anecdote, donc on contacte cette personne qui s'appelle Georges Pessé, qui a la boîte Jonathan et Fletcher. Qui est une référence, hein. Qui a une référence, mais nous on connaissait pas. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, Aujourd'hui, il y a un paquet de marques outdoor qui passent par ce. Comment on peut appeler ce genre de marque? C'est un bureau d'études dédié, oui, c'est ça? C'est un bureau d'études et de design qui sont spécialisés justement dans les produits techniques sportifs et notamment sur la partie hiver. Mais aussi sur le ski de descente, tu vois, ils font les combats des skis de descente, Super G, les trucs comme ça. Enfin, ils sont spécialistes, quoi. Mais nous, on connaissait pas. Donc, tu vois, c'est ça aussi, c'était une aventure. Et tu vois, on part de Clermont pour aller rencontrer. On avait rendez-vous, tu vois, on avait réussi à choper un rendez-vous en octobre. Et en fait, ils nous avaient un peu zappé, Georges. Et on se pointe là-bas, mais tu vois, on arrive le matin à 9h. Vous avez parti à 5h du matin de Clermont. En fait, on se croise et on dit, bon, les gars, ah oui, mais oui, bon, j'avais un peu oublié, on remet ça demain si vous voulez. Et ah ouais, mais demain, ok. Il dit, mais c'est pourquoi?
Là, du coup, on pose tout par terre. Alors, Géry, il me sort les designs. Il avait dessiné à main levée. Donc, vraiment, les croquis des premières vestes. Donc, la Sky in Winter et la Expedition et la Bright Diamond. C'est les trois premières vestes. Et nous, on commence à faire le speech. Voilà comment on va la marque. Voilà comment on va le faire. Donc, ça, c'est... Géry monte les dessins et tout. Et le mec, on est dans l'entrée. Hein. Et le mec, il dit... Vous êtes loin, bon. les gars. Non, mais tu vois, le mec, on lui prend 10 minutes dans le hall. Et bon, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez monter, vous allez prendre un café, vous demandez un café. Moi, j'annule ce que j'ai à faire. Et puis, on va parler de tout ça. Là. On va parler de tout ça. Et on a passé 4 jours avec lui. Et on a monté les premiers protos. Comment t'expliques qu'il y a eu des gens bien installés comme ça, qui vous aient fait confiance, qui se soient dit, plus que ça, qui se soient dit surtout, là, il y a un truc qui se passe sur ces kids là. En fait, je veux leur donner le coup de pouce qui leur manque parce que c'est tu vois. Sans lui, sincèrement, ça aurait été très compliqué. Ouais. Sans nos parents aussi, parce qu'il fallait qu'ils nous filent un coup de main, etc. Mais sans lui, l'aventure, ça aurait été compliqué. Ouais. Parce que, je pense qu'il a vu ses gosses, Jonathan et Greg. S'ils nous écoutent, je leur fais la bise. Et je pense que ça a été un peu ça. Il revoyait un peu, il s'est dit et puis je pense que le projet était pas si mal ficelé que ça au bout et que ça l'a quand même, ça a piqué sa curiosité. Et ce qu'il nous a dit plus tard, c'est des mecs qui arrivent comme ça et qui me présentent un truc comme ça, il dit ça arrive une fois tous les 20 ans. Et moi je l'ai connu quand j'étais aux États-Unis, machin. Ouais, comme quoi le culot, ça, des fois, ça paye. Ouais. C'est quoi? Alors, tu as dit, Pitcher, votre positionnement, c'est pas la performance. Voilà, on sait pas, mais et pourtant, vous travaillez avec des athlètes, voilà, qui sont évidemment très performants. Vos produits, ils sont performants. Voilà, c'est ce que tu nous as raconté. Mais c'est pas du tout l'angle que vous travaillez en priorité. Moi, je trouve ça assez étonnant parce qu'on le sait, le marché de l'outdoor, il est justement très, très focus sur cette notion de performance. Tout à fait. On va dire aujourd'hui, c'est vraiment un argumentaire quasi obligatoire quand tu as une marque d'outdoor. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous, votre stratégie de positionnement, celle de Pitcher, c'est quoi? Dès le départ, ça a été que ça ressemble aussi à ce que nous, on aspirait, c'est-à-dire plutôt le côté friendly. Tu vas avec tes potes, tu pratiques avec tes potes, t'es pas dans l'ultra perf quand t'es avec tes potes. T'es plutôt là pour passer un bon moment et trinquer une petite binge à la fin. Donc tu vois, c'est vraiment cet état d'esprit qu'on a toujours eu. Et bien sûr qu'on a des super athlètes. Attends, les mecs, ils font des trucs... gros respect mais c'est vrai qu'on a toujours orienté le truc pas en c'est pas que du parc, faut faire la meilleure perf au X Games, au machin et tout. C'était plutôt justement tu vois, on a amené nos athlètes à plutôt nous proposer par exemple des trucs qu'ils auraient kiffé faire et on finance le film. Mais est-ce que t'as un truc putain, cette dent là, j'aurais trop aimé aller la raider au Pakistan et tout, et puis que ça donne Zabardast. Et ça vient d'un rêve de Tom, de Thomas. Et tu vois, quand il nous l'a pitché, son rêve, c'était un bouquin qu'il avait gardé de la bibliothèque, du CDI, machin. Tu vois, il y avait une âme, il y avait une histoire, et c'est un kiff. Et ça, c'est de l'ultra perf, ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais dans un univers, putain, ça sourit, c'est... Voilà, si je le fais pas à fond à la fin, c'est pas grave. Est-ce que tu trouves que, moi j'ai le sentiment en voyant ce positionnement-là, que finalement on retrouve ce qui a fait le beau jour de certaines marques justement dans les années 90-2000. Tu vois, ces marques où vraiment c'était... Voilà, c'est les marques de potes. Oui. Et que cet icono très lié à la glisse, elle a glissé, elle s'est déplacée. Et aujourd'hui, effectivement, tu vois aujourd'hui comment sont bossées les marques d'outdoor. Elles sont bossées, moi j'ai le sentiment, de deux manières. Ouais. Soit un angle très fashion, oui, parce que tu as maintenant le Gorpcore, etc. Outdoor lifestyle. Outdoor lifestyle. Et ce que tu vois, ce que fait Salomon, tu as exactement ça. Tu as double dimension. Tu as d'un côté le truc très... avec les collabs très street. Exactement. Et de l'autre côté, un truc très, très perf, avec vraiment des matériaux, des naming aussi qui sont très techniques, etc. Donc vous, c'est pas ça. Je trouve ça amusant. Il y a un claim que vous travaillez là depuis quelques mois. Ça s'appelle Adventure Unleashed. Et on le retrouve sur pas mal de vos contenus social media. Est-ce que tu peux nous expliquer cette signature de marque? En gros, c'est dans la continuité de ce que je t'expliquais avant. Hein. C'est vraiment dans faire de l'outdoor, mais sans se prendre au sérieux. On est encore une fois pas dans l'ultra perf, et c'est plutôt, tu vois, là on a créé
le pick and paint. Et en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est les trucs qu'on fait dans les... C'est un événement qu'on organise dans les Pitcher Stores. Et en fait, l'idée, c'est d'aller faire de la rando parce qu'on est quand même là pour bouger, il faut se mouvoir. Enfin, c'est quand même... Le sport, c'est important. On est une marque de sport, faut le dire. On est une marque éco, donc l'idée c'est que tu viens en vélo, tu fais ta rando, tu repars en vélo, mais en fait en haut du truc, on boit une petite binge et on mange 2-3 bricoles, quoi. L'idée c'est quand même de partager. C'est vraiment, en fait, c'est notre claim de marque, hein, c'est la Ride, Protect and Share. Et ce claim de marque, c'est quoi? C'est votre why en fait? C'est un truc, ouais, c'est ça. Hein. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on design un produit ou qu'on va sur quelque chose, c'est vraiment, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments-là. Et tu as le Protect pour le côté environnemental qui est ultra travaillé chez nous. Tu as le côté Ride qui peut être apparenté, qui est la Ride, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas skater, tu vas au snow, tu vas au ski. Tu vas surfer. Voilà. Même quand vous faites de la rando, j'ai vu quand même qu'il faut qu'il y ait cette petite dimension ride, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire, on va courir dans la descente, on va faire un peu les ozos. Mais parce qu'on vient de là, c'est quand même ça. Hein. On est 3 snowboarders. Hein. Donc, tu vois, donc faut assumer aussi qui on est. Faut assumer qu'on vieillit aussi un peu avec la marque. Mais bien sûr qu'on fait des produits performants et qui sont techniques et il y a tout ce qu'il faut. Mais sans se prendre au sérieux. Ça a toujours été nous. Et tu vois, à chaque fois qu'on a essayé de faire un truc trop sérieux, justement, trop perf, en termes de com, ou genre, ça n'a pas très bien marché. Parce que c'est pas nous. C'est pas nous. Puis c'est noyé au milieu de tout un tas d'autres marques qui le font très bien. Ouais. Comme tu l'as dit, et puis encore une fois, c'est pas nous. Mais là, j'ai vu que vous faisiez une collab avec la Sportiva, qui est marque. Alors là, pour le coup, c'est le t-shirt. Ouais, très joli. Et pour le coup, là, c'est quand même marque très experte, très, et pour le coup, très, je trouve très, voilà, sur la technicité, la perf quand même, très montagne pour les durs à cuire de la montagne. C'est cool d'associer. Voilà. Donc c'est peut-être cet angle-là que vous travaillez sur, ouais. Et ça, c'est très cool. Parce que tu peux très bien, être un acharné du trail. Vous aviez fait un truc avec Millet aussi? Non. Je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise, pardon. Ok. Mais ça pourrait être ça. En fait, c'est ça l'idée, d'aller chercher peut-être des collabs avec des marques, une grosse... Prochaine collab qui va sortir dans pas longtemps, j'en dis pas plus, je peux pas, mais... Mais en tout cas, elle va dans cet endroit. Voilà, pour ceux qui ont vraiment apprécié la collab La Sportiva, c'est dans la même veine et ça va être très cool. Cool, on a hâte de voir ça. Pitcher, c'est aussi une marque profondément engagée. Ouais. Je te retiens depuis tout à l'heure. Parce que je sautais. Voilà, et donc vous êtes une entreprise B Corp. Voilà. Exactement. B Corp, ça c'est du sérieux B Corp. Hein. C'est pas pipo mollo, oui, je suis une marque engagée. Ça veut dire que vous avez intégré vos engagements environnementaux, sociétaux au cœur de vos statuts. C'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. Ouais. Explique un peu, c'est quoi alors cette histoire de B Corp? En gros, en fait, on s'est fait la première labellisation. Tu vois, on a démarré la chose en 2018 et on a été labellisé en 2019. Et en fait, on n'a pas eu beaucoup de choses à modifier parce qu'on avait déjà beaucoup de choses. Et en fait, ça, c'est notre responsable RSE qui, en tout cas à l'époque, qui nous a mis dans cette voie-là parce qu'on se rendait compte qu'on parlait de beaucoup de choses en enviro, mais en fait, derrière, ça pouvait vite s'apparenter à du greenwashing. On entendait beaucoup de vents contraires, finalement, tu vois, que ce soit sur les réseaux, dans les commentaires ou même en shop. Et ça nous faisait du mal parce qu'on se disait mais merde, putain, on y passe du temps, on y passe beaucoup d'énergie, du temps et un peu d'argent. Et en fait, le message commence à être un peu contraire. Et on comprenait pas trop pourquoi. Et en fait, on a compris déjà, on faisait trop de choses. Alors, c'est jamais trop pour l'environnement, mais on en faisait beaucoup. On l'avait pas réuni sous une même maison. Ce qu'on avait mis à l'époque sous le Climate Change, par exemple. Ouais. Et comme il y avait beaucoup de choses un peu de partout, ça s'apparentait un peu du fouillis-fouillas et c'était pas compris. Et après, derrière, Flo, il a dit, de toute façon, le prochain truc, les gars, faut qu'on labellise ça, faut qu'on le entérine le fait qu'on fait des trucs quand même qui sont super cool. Ouais, que vous vous engagiez pour de vrai. Bah oui. Ouais. Et c'est déjà fait. Donc, en fait, ce qui va être long, c'est de faire les papiers, mais enfin, c'est de faire les reports, etc. Mais la réalité, c'est que on n'a pas grand-chose à modifier chez nous. Et c'est pour ça qu'on a eu la labellisation à 89 points en 2019. Et donc cette labellisation, elle vous contraint aujourd'hui à rendre des comptes? Ah bah faut en rendre, faut en rendre tous les ans. Et surtout, tu te fais réauditer tous les 3 ans. C'est obligatoire si tu veux garder la labellisation. Et là, on est monté à 102 points. Donc tu vois, là, on s'est fait réauditer l'année dernière. Et on est monté à 102. Donc il y a plein d'orientations. En fait, ce qui est
assez ludique avec Bicorp, c'est que bon, tu as un système à points, alors qui va changer a priori l'année prochaine. Faut qu'on se penche dessus. Mais ça, on trouvait ça assez ludique, c'est que tous les services participent à ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, selon la manière dont tu vas rapatrier un produit, selon donc ta supply chain, t'as ton ADV aussi, la compta. C'est pas juste zéro papier dans le service marketing, quoi. Vraiment, c'est au cœur de l'organisation. Jusqu'à la direction, c'est-à-dire le choix des banques. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, ça compte. Et jusqu'à, par exemple, le bâtiment. Donc, tu vois, nous, notre siège social, il a été fait de manière à ce qu'il soit HQE, et du coup, ça nous a fait gagner des points. Ouais, okay. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont ludiques, et ça te permet d'avoir quand même une feuille de route, et quand tu es à court d'idées, ils en ont plein. Donc, non, c'est très bien. Ça a permis de certifier tout ce qu'on fait depuis des années. Ouais, et que vous alliez dans la bonne direction, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment un engagement de départ. Et ça, c'était vraiment un truc mais vraiment on s'appelle Pitcher Organic Closing. Ouais. Depuis le départ, on n'a pas changé en cours de route. Et notre premier claim, c'était Ride for the Future. Ça, c'est le premier claim de marque. Et ça, ça a été notre truc. Ouais, vous dites, je l'ai vu pareil dans un certain nombre de posts, un Make Sobriety the New Cool. Yeah. Voilà, je trouve ça assez amusant. Comment on fait pour prôner la sobriété écologique quand on est une marque de vêtements grand public neuf, du coup, quand même. Il faut dire voilà, comment on gère ce dilemme-là? Déjà, il faut dire ce qu'on est, faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Ça, déjà, ça passe par là. Il faut assumer la réalité. Ceux qui commencent à dire oui, mais on fait un peu de seconde main, machin. Voilà. Donc, faut être honnête avec ce qu'on fait. Et par contre, de ce constat-là, comment on améliore notre score carbone, quoi. Comment on atteint cette neutralité? Et en fait, ça va assez vite pour répondre à cette question. Alors le mieux, c'est pas produire, ça c'est sûr, ça c'est le mieux. Mais après, quand on voit les scores que font Shein, a priori, les gens sont pas prêts à aller dans ce sens-là. Et en fait, le truc, c'est de proposer des alternatives qui soient pas des choses élitistes. Donc pas des trucs qui coûtent 2000 balles pour avoir, mais qui soient on va dire une alternative crédible, éco, et du coup, nous, c'est ça notre engagement. Donc c'est de dire que le produit doit tenir le plus longtemps possible, mais pour que ça marche, il faut qu'il ait été fait de la meilleure des manières à la base, donc avec des bonnes matières premières qui tiennent dans le temps. Derrière, que tu aies une notion de réparabilité à vie, parce que si tu n'as pas de réparabilité à vie, tu peux pas faire tenir un produit le plus longtemps possible. Donc ça, aujourd'hui, c'est un truc que vous garantissez? Depuis 2019. Ma veste, elle a un trou. En fait, on avait garantie à vie avant. Ouais. Le temps de mettre en place en fait des centres de réparation un peu partout dans le monde, parce qu'on est vendu dans 40 pays. Donc tu vois, faut pas que faire voyager en FedEx ou en UPS. Alors c'est pas qu'on les aime pas en UPS, mais c'est que c'est de l'avion. Donc si tu renvoies un truc en avion pour le faire réparer en France et le renvoyer au Canada, du coup, tu as niqué un peu le truc, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut plutôt faire des centres agréés un peu de partout. Et derrière, d'avoir un vrai service qualitatif aussi pour l'utilisateur. Et quand tu consommes un produit Pitcher, alors mis à part un t-shirt, bien évidemment, mais quand tu consommes un produit technique Pitcher, parce que c'est ce qu'on fait, des produits techniques pour le sport, faut que l'expérience soit cool, mais tu consommes aussi un usage. C'est ça, c'est l'usage pour le sport. Et du coup, il faut qu'il soit réparé rapidement, que ça soit bien fait, que ça ne voyage pas en avion. Donc ça, tu vois, la réparabilité à vie, on l'a démarré, ça devait être en 2018. Et tu vois, aujourd'hui, notre truc, il fonctionne. Ouais. T'en as de plus en plus des réparations. J'ai une question là-dessus, sur ces sujets. Alors, déjà, bravo, parce que c'est chouette, etc. Et puis, je pense qu'on appelle tous de nos voeux. Plein d'autres choses. On appelle tous de nos voeux que les marques sont engagées, qu'elles mouillent la chemise, qu'elles prennent leurs responsabilités. Est-ce que ça aide à vendre tout ça? Je vais même te le dire différemment. Côté enviro. Ouais, je vais même te le dire différemment. Moi, j'ai l'impression qu'au moment d'acheter, tout le monde s'en branle. Tout le monde est là, genre, ouais, mais non, je vais quand même prendre le produit d'à côté. En vrai, ça me va aussi. Ouais, parce que la collab avec Intel, l'année dernière était sympa. En vrai, tu sais, de toute façon, dans nos sociétés d'aujourd'hui, ça marche quand même assez au coup de cœur. T'as le coup de cœur. Alors, le côté environnemental, aujourd'hui, est quand même beaucoup plus fort qu'il ne l'a été quand nous, on s'est créé. Okay. À l'époque, c'était très clair. Alors, ton truc, il a l'air super. Mais alors, je ne mettrais pas €1 de plus pour l'environnement. Et c'était ça, le mot. Donc, la société a quand même évolué de manière significative assez rapidement. Faut quand même le souligner, ça.
ça a quand même évolué dans le bon sens. Donc tu trouves aujourd'hui cette dimension environnementale dans l'acte d'achat, elle pèse plus qu'avant. Elle pèse beaucoup plus qu'avant. Okay. Avant, effectivement, c'est exactement comme tu l'as décrit. C'est mais il y a la poche à forfait ou pas? Et c'était vraiment, c'était pas inscrit vraiment dans les mœurs. Et là aujourd'hui, oui. Enfin, je veux dire, on le sent, on le voit. Ok. Donc, je suis allé jeter un coup d'œil à votre chaîne YouTube. Ah. 45 000 abonnés. Voilà, c'est énorme déjà, bravo. 45 000 abonnés pour une marque, les amis. Prenez bonne note. Merci pour les équipes surtout. Bravo les équipes. Et ici, vous diffusez des documentaires sur des activistes environnementaux, des documentaires que vous produisez ou que vous coproduisez. On coproduit. Alors, il y a certaines choses qu'on produit et il y a beaucoup de choses qu'on coproduit. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, dernière production en date, Beyond the Green Veil? Ah, ouais, mais... En fait, celui-ci, je ne l'ai pas trop regardé, donc je ne peux pas trop... Alors, parle-nous de celui d'avant. Non, mais tu vois, tu as Painting Mountain, mais en fait, si tu les prends tous les films qu'on a produits ou coproduits, de toute manière, tu as toujours une notion En fait, tu as toujours le Ride, Protect and Share. Tu suis toujours ce fil conducteur, cette musique. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, tu amènes toujours un message pas moralisateur, pédago, mais plutôt cool, smooth, où tu vas embarquer les gens dans ce truc de ah ouais, mais on peut aller faire ça ici et on peut le faire différemment. Et c'est vraiment comme ça qu'on construit les coprods et genre, tu vois, ça. On est sur des productions longues, on est sur des formats. On a des longs et on a des moins longs. Des documentaires de plus de 30 minutes, en général, c'est quand même ça. Enfin, t'as les gros et t'as les plus petits, des fois, où tu peux aller sur des formats de 15 minutes, etc. Concrètement, comment ça marche ça? C'est-à-dire, comment la marque intervient dans la production de ces documentaires? Est-ce que vous faites des appels à candidature? Est-ce que vous avez des potes et vous avez de l'argent, donc vous leur donnez un coup de pouce? Comment ça marche exactement? En fait, c'est un peu de tout. Soit tu appelles auprès des athlètes, soit des fois, c'est même des athlètes d'extérieur qui viennent te proposer quelque chose. Et ça, on trouve ça super cool parce que ça fait des super collaborations avec nos athlètes et avec les équipes. Mais ça part souvent effectivement de la personne aussi qui est au market et notamment au événements en partenariat et sponsoring. Donc avec les athlètes, celle qui bouge aussi en shooting, qui est avec eux, et souvent, tu vois, ça crée aussi des contacts, des affinités avec un tel et un tel. Et des fois, ils nous remontent, tiens, putain, j'ai entendu cette histoire-là, ça peut être super cool. Des fois, tu as aussi des producteurs, enfin des réals même, qui viennent et qui disent, putain, ça, on aimerait bien le faire avec vous, ça vous colle bien. Et ou des fois, ça peut être aussi la partie RSE, donc Florian et Caroline maintenant aujourd'hui, qui, j'ai rencontré un tel, il aimerait bien partir faire un trek... sur machin, ça vous botte qu'on discute un peu avec lui, qu'on voit si... En fait, ça dépend. Et ça vient de partout. Et là-dessus, votre fermé. Ouais, et votre job, en quoi il consiste? Alors c'est est-ce que c'est financé vraiment en mode production, ou est-ce que c'est aussi apporter un soutien, je sais pas, de production, de plus loin, de matériel, etc., d'accompagnement, de mise en relation, comment ça marche? Généralement sur la diffusion peut-être aussi. Ouais. Alors généralement nous on diffuse tout en gratuit sur YouTube. On n'a jamais cherché à vendre parce que c'est pas notre métier et sincèrement c'est pas si évident que ça. J'avais regardé au début pour le premier film qui était Ingora. Sinon j'ai les copains de Riding Zone là qu'on a eu ici, si tu veux je te mette en relation. Écoute, mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Non mais c'est intéressant parce que c'est quand même un sacré budget. Chez nous, tu vois, le budget des films, alors des gros films comme Zabardas, ça a été c'est entre 120 et 150 000 euros. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est des belles prods, bien sûr. Ouais, c'est des belles prods. Quand tu es en coprod, c'est souvent du financier et du matos, parce que du coup, t'envoies quand même des gens rider dans des spots un peu compliqués, donc tu as les deux. Mais c'est généralement ça. Ok. Voilà. Et là, c'est quoi l'intérêt pour la marque de produire ce genre de documentaire? Est-ce que c'est juste pour le kiff, ou est-ce qu'il y a un intérêt au-delà du kiff? En fait, tu as les deux. Parce que c'est toujours un kiff. Nous, on aurait rêvé de faire ça, mais comme je t'ai dit, le problème, c'est qu'il fallait être bon pour aller rider des phases comme ça. Et en gros, tu as les deux. Et l'intérêt pour la marque, au-delà du kiff, son intérêt principal, c'est déjà,
tu as une crédibilité de marque autour des géants. Parce que tu as des géants autour de toi qui font des trucs avec beaucoup plus de moyens et avec une portée qui est vachement plus grande. Et en réalité, nous, ça nous permettait d'exister au milieu de tout ce monde-là et de dire, nous aussi, on fait des prods qui sont cool, avec moins de moyens, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront moins bien. Elles seront quali, elles parleront de potes qui vont se faire, un peu de dépassement de soi, hein, mine de rien, pour faire ce qu'ils font. Là, c'est clairement là-dessus. T'as de l'ultra perf, t'as du moment cool. Et c'est vraiment ce truc-là qu'on essayait de faire et qui nous permet d'avoir une crédibilité, une notoriété de marque, sans être toujours obligé d'arroser nos chers GAFAM. Et derrière, ça te permet aussi de faire vivre, parce que nous, on a fait le choix de ne pas être une marque uniquement Internet. Nous, on a fait le choix de partir plutôt sur le brick and mortar, donc d'être vraiment dans le shop, quoi. Ouais. On est au shop, et c'est vraiment ce qu'on a voulu dès le départ, et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Parce que tu vois, dans la distribution, le shop, ça représente encore 75% du CA chez nous. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc tu vois, le virage du full online, on n'y est pas. Et là, tu vois un lien direct entre votre production de documentaires et vos shops. Fait participer. Tu vois, chaque ville peut organiser une projection du film. Donc, c'est aussi un alibi finalement ça sert à tous. Ouais. Ça sert à toutes et tous. Et en plus de ça, derrière, tu crées des événements sympas qui rassemblent des gens. Et en plus de ça, qui vont parler de la marque toute la soirée, c'est gagnant pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait un kiff. Je veux dire, alors oui, ça coûte un peu cher. Mais en réalité, combien les marques passent pour faire du référencement web aujourd'hui ? C'est, je pense, 20 à 30 fois plus. Je pense c'est possible. C'est pas non, mais... Sauf que la grosse différence, c'est que ce qu'ils vont travailler sur les GAFAM, ça va être pour du court terme, pour de l'acquise immédiate. Vous en faites aussi. Hein. Je les ai vus. On en fait. Je les ai vus vous en campagne et vous avez une vraie force de frappe à cet endroit-là. Mais c'est vrai que là, ce que moi je trouve intéressant sur ces productions documentaires, c'est finalement vous travaillez sur la durée, votre positionnement de marque. Exactement. Ça reste. Voilà. C'est gravé dans l'arbre. Tout ça. Un peu comme ce qu'on a entendu. Puis en plus, vous vous faites kiffer, on a compris, Vincent. Voilà. Faut toujours allier l'utile à l'agréable. Tu sais, non, mais c'est tout à fait entendable. Est-ce que je comprends aussi, tu vois, c'est un vrai kiff d'être dans les backstage et tu vois le mec monter, faire la colo et tout. Tu te dis, avant, toi, t'achetais la vidéo finale et que tu pensais, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, Pitcher vous offre une force de frappe qui vous permet de faire des trucs sur lesquels vous n'auriez pas pu précédemment parce que vous n'aviez pas les moyens de le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et puis c'est un peu un rêve de gosse aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que nous, ce qu'on voulait à la base, c'était on monte une boîte comme ça pour vivre notre passion, pas payer les forfaits, pas payer notre matos. Rider gratos, c'est sûr, je comprends. Bon, du coup, check. Ça, c'est bon. Et c'est donc quand tu peux aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire produire des vidéos, parce que Pitcher, tu vois, le nom Pitcher, ça vient d'une vidéo qui s'appelle Pitcher This, qui est née en 2006. C'était MacDog Productions, je crois, qui l'avait fait. Et celle-là, mais on l'a regardée des milliards de fois pour se mettre la chauffe pour les rider. Et quand tu pars de ça, tu vois, le nom déjà, c'est le nom d'une vidéo. Donc la dimension audiovisuelle. T'arrives à faire tes vidéos avec tes équipes. Kiff absolu. C'est un kiff. Et en plus de le voir aider, c'est bon, t'es gagnant. Alors là, on parlait d'engagement. Votre engagement, il va aussi au-delà de l'écologie. Voilà. En juin 2024, vous publiez un post Instagram sur les élections législatives en France. Vous invitez vos audiences à voter en défendant vos valeurs. Le CM de chez vous a l'air d'avoir eu assez chaud. J'ai jeté un petit coup d'œil. Ça en est bien sorti, mais vous l'avez mis dans ses bourbiers. Ça, on s'est tâté à le faire, pas parce qu'on n'est pas convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est que, putain, le bad buzz, ça va tellement vite. C'est extrêmement rare, finalement. C'est très dur à manipuler, ça, comme genre de format de discussion. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est extrêmement rare qu'une marque, notamment une marque française, décide de se mouiller à ce point et de prendre la parole sur des sujets politiques. Voilà. Et comment t'expliques que très peu de marques soient prêtes à s'exprimer sur ces sujets ? C'est quoi le frein ? Parce que, en fait, tu sais, c'est le bénéfice-risque des médecins, hein. C'est réellement le risque que tu prends, que ça te coûte très cher parce que ça crée un bad buzz sur peut-être un mot, tu sais, qui est mal compris, mal perçu, blablabla, versus que tu ailles gagner à faire ça.
Franchement, c'est pour ça qu'elles le font pas. Et d'ailleurs, nous, la question s'est posée pendant un moment. Hein. C'était même bien 1h30 de réunion avant qu'on Si tu m'étonnes, bien sûr. décide d'appuyer sur le bouton. Mais vous y êtes quand même allé. Et puis, on y a passé, tu vois, on était une équipe de 7 à relire chaque mot, chaque lettre minutieusement pour justement... mais bien évidemment que ça aurait été pas normal dans l'autre sens qu'une marque comme la nôtre, où on prône justement toutes ces choses-là, disent pas, votez quand même pour au moins pour un parti qui va protéger nos terrains de jeu. Parce que c'est ça qu'on a dit. Et du coup, encore une fois, par contre, ce qui était important pour nous, c'est bien évidemment de ne pas moraliser les gens, de ne pas leur dire d'orienter un vote, parce que chacun est libre de voter ce qu'il a envie, et on respecte tout le monde. C'est ça qui est important. En fait, tu vois, le plus important, on voulait surtout pas qu'il y en ait qui disent ouais, allez, ça y est, les mecs, ils vont nous dire qui on doit voter, là, il y a les gentils et il y a les méchants. Surtout pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi tendu de partout. Parce qu'on est c'est les gentils, c'est les méchants. Laissons les gens se débrouiller, faire un peu... Enfin, voilà. Mais nous, par contre, c'était important qu'on puisse dire nous, notre truc, c'est quand même les terrains de jeu. Et il y en a qui les défendent vraiment pas du tout. Ok. Mais comme Patagonia, hein. Patagonia l'a fait. Ah bah Patagonia. On a été rassurés quand même aussi. Patagonia l'en fait. T'en as plein. Même on a un certain nombre de marques, mais c'est pour ça que je disais marques françaises finalement assez peu. Et souvent quand elles prennent la parole sur des sujets politiques, c'est des sujets politiques qui sont non domestiques. C'est-à-dire tiens les États-Unis c'est pas bien, Black Lives Matter. Ouais. Les gars, ouais mais il se passe des trucs chez nous. Pour Black Lives Matter, on s'est fait un peu bâcher. En fait, on n'avait pas vu l'info. En fait, on s'est fait bâcher comme pas possible. Alors qu'en fait, c'est pas qu'on voulait pas le mettre, c'est que c'était un peu trop tard. On s'est dit, si tu le fous 4 jours plus tard, ça fait vraiment le mec qui, en fait, voulait pas le mettre. De la règle. Ouais. Alors que c'est pas vrai du tout. On n'a pas fait gaffe à ce moment-là. Donc, pardon. La communauté, si elle a mal pris à ce moment-là, mais c'était vraiment pas... parce que ça, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Comment, aujourd'hui, c'est quoi votre position, votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous avez une sorte de matrice de lecture, un truc où vous dites là, go, no go comment ça... Non, ça se discute en réunion. Ouais. On a des copiles pour ça, où tu as tous les organes importants de la boîte, et notamment la RSE fait partie du copil. Et du coup, c'est là où en fait on en discute et on met ça à l'ordre du jour. Et c'est là où on se dit, et nous, en tout cas nous trois, il y a toujours un de nous trois dans toutes ces réunions. Et généralement, on est même deux des trois pour trancher si on n'arrive pas à trancher, si les équipes n'arrivent pas à trancher. Mais tu vois, il n'y a pas vraiment de matrice, c'est vraiment ouvert, c'est des discussions ouvertes là-dessus. Et encore une fois, toujours dans le bon sens et dans la bienveillance des choses, tu vois. Et c'est vrai que le sujet politique, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. À un moment donné, dans les commentaires, tu sentais que ça fallait partir, mais ça va. Non, mais ça m'a bien senti. Moi, je les ai scrutés, les commentaires. Je me suis dit, comment ils vont se dépatouiller de ça? T'imagines même pas. Et pas mal. Le CM, vraiment, le pauvre, il a pris des douches toute la soirée. Eh ben, bravo, CM. J'aimerais qu'on parle production de contenu. Ouais. Voilà, on a parlé de ces documentaires, donc côté YouTube avec des formats très longs à l'heure actuelle, mais sauf que la demande aujourd'hui, c'est plutôt les formats courts, verticaux, voilà, les Reels, les TikTok, etc. Et à titre perso, toi, c'est les formats que tu aimes bien travailler? Ah ouais, de plus en plus. Alors, tu vois... Ce qui est totalement dissonant avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on attendait la grosse vidéo qui dure 40 minutes, tu sais, à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, consommer le format entre 30 secondes et 1 minute, c'est quand même... T'arrives à faire passer quand même un paquet de messages, c'est assez dynamique. En gros, ça t'oblige à vraiment chiader ton truc. Ah, faut que ça soit efficace. Il faut qu'il soit parfait. Ouais. Parce que, tu vois, tu peux bien frapper sur les... Et comment vous gérez, vous, la production de contenu social media, notamment vidéo? Est-ce que c'est les skills? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de social media, tu m'as expliqué que vous avez toute une équipe de com, mais pour ce qui est de la production vidéo, est-ce que vous avez ces skills en interne ou comment ça marche? Les deux. On a des skills en interne, avec le CM et avec l'équipe market. Tu vois, on fait pas mal de choses chez nous, mais on fait aussi appel à des agences, dont, tu vois, la Riot. On fait appel à d'autres agences qui viennent nous filer un coup de main pour faire les reels. Tu sais, quand tu vas shooter, je sais pas moi, un prochain spot pour un truc, le spot il dure 3-4 minutes. Et en réalité, il va créer des reels sur des moments clés. Clés. Ouais, c'est ça.
Et ça, on les commande, tu vois. D'accord. Et aujourd'hui, ces formats, donc vous êtes aussi une marque retail, largement même, puisque 70%, c'est ce que tu disais. Plus de 70, hein, ouais. Plus de 70%. Ouais. Vous avez aussi des distributeurs. Hein. Ouais. Donc bref, on vous trouve en point de vente. Hein. En plus du digital. Ouais. Ces formats verticaux, là, vous êtes amené à les réutiliser ailleurs, ou alors est-ce qu'ils existent, ou aujourd'hui c'est juste un spend de marque exclusivement social media, ou est-ce que vous les avez ailleurs, en doux, quelque part sur vos points de vente? Très bonne. Parce que je la vois très bien, la boutique. Je réfléchis. C'est une question orientée, parce que je la vois, la boutique de centre-ville de Pitcher, hein, qui est le Pitcher Store, qui est pas très loin de chez nous, ouais. où je vois très bien les gros écrans qui sont au format 16/9, et sur lequel on voit vos longs métrages YouTube et tout, etc. qui c'est sortent. ça. Là, on est, tu vois, faut qu'on le change. Et tu vois, je me suis fait la réflexion. J'ai passé le samedi avec Johan là, du Pitcher Store Clermont. Parce que là, on joue à domicile, comme on dit. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte, tu sais, on a pareil, 16/9, c'est la télé qui est sur le truc. Ouais. C'est un peu à l'ancienne. Et effectivement, on a nos longs métrages, ou en tout cas, c'est téléspots où on explique, par exemple, comment on file, la teinture, etc. Ouais. Donc, tu as pas mal de spots qui parlent de ça, mais c'est des spots qui durent 4-5 minutes. Et du coup, c'est là où, effectivement, si on avait quelque chose qui était déjà en format portrait, on pourrait l'utiliser. Mais c'est vrai que là, il y a des choses à modifier encore. Non, mais je te dis ça. T'as raison. Je te dis ça parce que dans nos autres locaux Social Basecamp, quand on a emménagé il y a pas très longtemps, on s'est posé la question, tu vois, à l'entrée d'avoir un écran. Du coup, on a mis un bel écran vertical, ce qui nous permet de mettre nos prods et tout. Et en fait, de plus en plus de magasins qui traitent ça comme et ça. ouais, et puis aussi parce que le temps d'attention finalement que tu as en magasin, il est assez proche de celui que tu as sur ton mobile. C'est-à-dire très court, hein, tu as quelques secondes pour capter mon attention. Tu restes pas. Et c'est vrai que ça, tu vois, je me suis fait la réflexion samedi quand je voyais les gens, tu vois, puis ils regardent et hop. Ah oui, bien sûr. C'est trop long. Ouais, c'est truc, ça. la bobine de fil qui se déroule pendant 30 secondes, trop long. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment ça, faut qu'on arrive à le travailler. Et tu fais bien d'en parler parce que tu vois, on en a parlé. Moi, je te remets ça en haut de ta to-do. Hein, du coup, c'est un peu de la pile. Mais on en a parlé hier avec justement mon collègue qui gère le retail. Ouais. Ouais. Si on parle de tonalité de marque, on en a parlé tout à l'heure, tu nous as dit on aime travailler cette impertinence. Ouais. C'est quelque chose qu'on a depuis le départ, c'est quelque chose aussi, je veux dire, fondateur peut-être d'un mouvement, hein, à l'époque, le mouvement Gliss, il est impertinent aussi, il a ça nativement. Et évidemment, on trouve ça chez Pitcher, hein, on est à la cool chez Pitcher, on est dans l'outdoor, dans la Gliss, c'est chill, c'est sympa, c'est très vrai. C'est second degré. Ceci étant, moi qui suis votre marque d'assez près, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de changement côté tonalité. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques années de ça, vous étiez vraiment dans des spécialistes des films de marque complètement barrés. Je pense à la campagne BFF qui était... le Belly Button Fluff. Voilà. Qui est très cool. Ça, c'est une idée de la Riot. C'est un truc qui existe depuis 2011. Ok. Et c'est 2011. Hein. Ouais. C'est idée ovni, complètement géniale. En fait, c'est juste... Milly, Sébastien Pitoisé qui gère toute la partie vidéo à la Riot, qui arrive, mais c'était tout petit aussi, il venait de démarrer, et qui arrive dans le bureau et il sort de son nombril, il fait « Oh les gars, regardez !» Il sort de son nombril une petite peluche et vous devriez faire des t-shirts avec ça. Mais c'était nul, comme, tu vois, et du coup, Chaché regarde, et puis tout le monde regarde son nombril pour voir si t'as des trucs et tout. Et ça, c'est en 2011. Et un jour, on s'est dit, bon, on concrétise un rêve... plus le rêve de la Riot que le nôtre. Celui de la campagne BFF. Et puis c'est des amis. Donc on l'a fait. Et ça, c'est effectivement complètement... Donc complètement ovni. Hein. Ah, mais, oui. Et assez génial. Il y en a une aussi où tu parles de packaging, carton qui est très... C'est ça. Ouais, c'est ça. La New Collection. Qui est très très drôle. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes assagi ou est-ce que tu penses que ce genre de campagne aujourd'hui elle a moins d'impact? Je pense que... Alors là, tu vois, on va recommencer à faire ce genre de choses-là. Mais on va moderniser un peu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de revenir avec la New Collection. Tu vois, ça, on l'a shooté en 2017, si je dis pas de bêtises, pour la publier en 2018, ouais, un truc comme ça. Ou 2016 pour 2017, enfin, je pense que c'est un truc comme ça. Mais je pense que, tu vois, quasiment 10 ans plus tard, hein, 8 ans. 8 ans après, je suis pas sûr que la New Collection aurait le même effet. Enfin, j'en sais rien, tu vois, faudrait sonder. Je demanderais au CM qui sonde un peu en mettant quelques extraits pour voir si ça... déjà, il y a des vraies qualités d'interprétation. Hein. J'ai l'air d'être très très bon, Vincent, excuse-moi. C'est du Hollywood. Hein.
Mais Tu penses que ça tient à quoi? Ça tient à vos cibles se sont déplacées, le marché a gagné en maturité, ou vous, fondateurs, qui avez Je pense que nous aussi, on avait aussi à un moment donné envie de s'orienter dans cette, on va dire, cette mouvance de l'outdoor lifestyle, un peu cette street cred, qui est un peu moins nous, hein, faut être honnête. Et tu vois, en fait, en fait, c'est bien, mais en réalité, il faut qu'on retrouve cette impertinence. Tu vois, on s'est tous tapé dans la main en se disant, faut qu'on modernise ce qu'on a fait par le passé, faut qu'on arrive à, tu vois, faut pas retomber dans les anciennes recettes, faut qu'on réinvente quelque chose d'un peu dans le même style, mais dans l'air du temps et aussi avec nous et tu vois, faut relancer un peu ce truc-là parce que Quand tu dis aussi avec nous, il y a un sujet d'incarnation des fondateurs. ben ouais, puis ça nous manque un peu. Ouais, il y a la dimension kiff, quoi. Alors on y revient. Il y a eu un moment, en fait, pour être tout à fait honnête, tu sais, ça date de... Ouais, c'était le dernier truc qu'on devait faire. On devait partir au mois d'avril 2020. C'était le 14 avril 2020 qu'on devait partir faire un genre de Koh-Lanta, mais bon, bah, tu vois, Koh-Lanta pour les nuls, quoi. Ouais. Et on devait partir faire ça. Filmé avec la Riot, machin. Donc ça, c'était le nouveau truc un peu barré qui allait sortir normalement pour la saison 2020-2021. Et Covid est arrivé, donc et puis là, on a tous eu des enfants entre temps. Enfants à bas âge, repartir à droite à gauche pendant Plus 15 dur, jours, ouais, bien sûr. vachement plus dur. Donc tu vois, ça a joué ça aussi un peu. Ouais, je comprends. Et c'est pas qu'on s'est assagi, mais je pense que avec l'arrivée des enfants, tout ça, je pense que en fait, on a pris un coup de pelle, ouais. Et Après, je suis dur avec toi parce que j'ai vu la vidéo Poisson d'avril là. oui, Qui est sortie, ouais, très ouais, marrante, ouais. voilà, avec un délire un peu en mode salon de coiffure années 80, où on retrouve peut-être ça. aussi cette tonalité. Tu vois, ça revient, voilà. Ouais, et je trouve que cette tonalité de marque Pitch Organic, aujourd'hui, elle est très teintée de votre storytelling aussi. Hein. Ouais. C'est une marque qui sent les copains, qui sent le partage, etc. Ça, c'est vachement bien bossé. Ouais. C'est moins la grosse poilade et beaucoup plus, par contre, ce côté très vrai, là, qui accompagne sans doute aussi votre nouvelle signature de marque autour de l'aventure, etc. Exactement. Ouais. Et il y a peut-être aussi une dose de nostalgie autour de l'iconographie. C'est qui gère la DA chez vous? C'est Jérémy. Jérémy. Il est en mode nostalgique, le Jérémy, ou pas? Il y a un petit peu de ça? Ben, en fait, tu sais, comme je te dis, les enfants commencent à être un peu plus autonomes. Donc on peut ressortir un peu de notre bois sans que nos épouses nous demandent le divorce. Donc ça c'est très cool. Mais du coup ça permet nous de nous remettre aussi à fond là-dedans et du coup avec nos petites aspirations, nos sentiments aussi qui sont un peu nostalgiques. Hein. Ouais. Nous en fait ça s'est arrêté un peu Covid, ça nous a mis un grand coup dessus quoi. Ouais. Tu sais, on t'empêche de... On adorait ça. Tu vas visiter les shops, tu bouges à droite à gauche. T'as l'impression que c'est plus dur depuis que le business est plus dur, qu'il y a des choses qui Ça a sont changé. durcies, ouais. Ça a changé. Ouais. Tu te déplaces beaucoup moins. Alors, Ouais. des fois, ça a quand même un effet positif, notamment environnemental. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. au lieu d'aller voir 4 fois un magasin à droite à gauche, bah, effectivement, tu peux gérer des choses en visio, tu peux gérer des choses par du numérique. Ouais. Mais ça, tu casses un peu un truc humain. Hein. Nous, on le sent. Hein, ça, tu sais, ça se voit aussi en magasin. Les personnes qui tiennent des shops pourraient te le dire. Ça a changé un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on en parlait tout à l'heure du TikTok. J'aimerais bien qu'on repasse là-dessus. Donc 20 000 followers. Je suis pas derrière moi. 20 000 followers sur Ouais. votre compte TikTok. Voilà. Quelle place ça prend TikTok dans votre stratégie social media aujourd'hui? De plus en plus de place parce que c'est une des plateformes quand même qui bouge le plus. Faut le dire. Hein, t'as quand même. Enfin c'est. Donc ouais, il faut adapter les contenus et ça c'est vraiment c'est ça qui est le plus compliqué pour nos équipes aujourd'hui parce qu'on a des contenus qui sont quand même. Tu vois, on peut pas faire 200 000 contenus à la journée. On peut pas. Tu vois, le problème qu'on a avec ça, c'est que oui, on produit beaucoup. Mais pas assez pour arroser tout ce qu'on aimerait arroser comme on voudrait l'arroser. Et dans tous les types de formats qu'attendent les plateformes. Parce que sur LinkedIn, tu vas être vachement plus institutionnel. X, anciennement Twitter, pareil, c'est plus
presse, institutionnelle. Donc, c'est pas le même format, mais il faut produire quand même du contenu, mais que tu vas pas mettre sur Pourtant, Instagram. vous avez du monde, tu m'as dit, vous étiez une vingtaine. Ouais. Ouais, mais enfin, tu vois. Ouais. Puis c'est du budget quand tu Ouais, veux aller bien sûr. faire des choses par une agence à droite à gauche parce que tu as besoin d'une quinzaine de choses. Donc nous, on travaille plutôt à la saisonnalité et tu as aussi t'as des stories qui sont déjà un peu calibrées et tu sais qu'à tel moment tu vas parler de ça et qu'il te faut tant de contenu pour ça, mais à la fin, c'est pour ça que là, les équipes sont à fond là-dessus, c'est qu'il faut développer du contenu qui est vraiment spécialisé pour ça. Pour TikTok, ouais. Voilà. Est-ce que tu as suivi TikTok Shop, l'arrivée j'ai suivi ça. Donc vous qui avez aussi une dimension e-commerce forte, 30% de votre CA aujourd'hui donc en e-com. Est-ce que vous avez fait pas 30% e-com. Hein. On fait en fait, tu sais, c'est réparti. Tu as 75% qui est fait dans ce qu'on appelle nous le wholesale. D'accord. Wholesale, c'est les magasins, les multimarques spécialisés glisse. Outdoor, pardon. Ensuite, derrière, tu vas avoir t'as 10% qui est pris par le retail. Donc ça, c'est les picture stores. Ce sont des franchises. Et ensuite, ça va être mélangé entre, les distributeurs. Ça va être mélangé avec aussi certains grands comptes et le e-com qui doit représenter 4%. Ah ouais, ok, d'accord. Chez nous, le Pardon, e-com, c'est une question que j'aurais dû te poser au tout début de cette discussion. T'as raison de la poser, c'est important. Et chez nous, c'est vraiment... C'est pas le plus gros. C'est un truc sur lequel vous avez des objectifs. Alors, on a un objectif de progresser parce qu'en fait, tu te rends compte que déjà, tu as des zones où tu n'es pas très bien représenté parce que tu n'as pas forcément des réseaux de shop comme chez nous, tu vois, typiquement. Et ça, c'est important d'exister. Et en fait, mine de rien, le e-commerce, c'est pas non plus quelque chose qui va prendre toutes les parts de marché du retail physique. Souvent, c'est un peu le discours qu'on entend. Ils aiment pas. Sur Internet. Bien évidemment, mais en fait, tu te rends compte. Tu sais, c'est comme d'avoir un magasin de marque à côté d'un multimarque qui vend ta marque. Généralement, tu fais 30% de plus. Alors, entre 15 et 30, normalement, c'est ça les chiffres. Dans le multimarque. Ah ouais. Les gens viennent s'inspirer de l'univers de la marque, de l'ADN. Et derrière, le multimarque, parce que comme lui, il a tout le matos, bien sûr. Finalement... Donc, en réalité, et tu as de plus en plus de multimarques, de patrons de shop qui ouvrent des monomarques à côté d'eux. Ah ouais, d'accord. Ok. À Lyon. Là, dans notre quartier, il y en a un. Jean-Charles, si tu nous écoutes. Mais mais tu vois, c'est... Et le e-commerce, c'est pareil. Ça sert la représentativité de la marque. Elle existe. Et tu as besoin d'être vu pour exister. C'est le b.a.-ba d'une marque. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ce qui dessert les shops en premier. Hein. C'est clairement pas ça. Donc tu vois, ce qui dessert les shops en premier, c'est quand tu pètes les prix sur typiquement sur des plateformes de déstockage. Ça, bien c'est sûr. le dessert. Mais le e-commerce, en tenant tes prix normalement et en travaillant bien ton image de marque, au contraire, ça sert la marque, mais aussi ceux qui la vendent. Et à ce titre-là, TikTok Shop, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, sur lequel vous vous dites, tiens, on ferait peut-être bien qu'on y aille. C'est une grande question, ça, tu vois. Je pense que ça va être le prochain débat qu'on va avoir en copil. Pour la simple et bonne raison que là, tu fais quand même de la promotion de la vente et tu vois, sur le TikTok Shop, tu vends pas de la même manière que tu vends sur ton site internet. Je te donne pour nourrir vos échanges. Easy Peasy, qui sont à fond de TikTok Shop en ce moment. Okay. Je pense que c'est un bench intéressant pour vous. Et j'ai l'impression qu'ils sont bien partis. Que c'est parti pour faire du volume dans TikTok. Évidemment, leur ligne éditoriale, elle s'en ressent un petit peu. Elle est plus tendue vers le produit, forcément, et vers le commerce. Mais voilà, ça peut être... Non, mais c'est intéressant, tu vois, ça, je savais pas du tout. Et non, mais c'est... En tout cas, on va en discuter parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on va pas faire... Là, je te le dis comme je le pense, hein, c'est-à-dire que là, j'en ai pas discuté avec les collègues, ça se trouve, on dirait... mais est-ce que c'est pas faire de la surpromotion? Parce que souvent, sur des shops comme celui-ci, généralement, tu as toujours tendance à péter un peu les prix. Pour d'avoir du truc. Et faire du volume, quoi, tu veux y aller. Le truc de faire ça, c'est que c'est un peu dissonant par rapport au discours de la marque Pitcher, qui est plutôt de dire achète ce que tu as réellement besoin pour pratiquer tes pratiques. Je comprends. Répare-le. Alors vous devez vivre avec ce dilemme. Hein. On n'est pas obligé de faire de la surcroissance. La surcroissance, c'est une surcroissance aussi de problèmes. Donc comment ça se passe aujourd'hui quand, par exemple, les Black Friday, etc., vous avez une position de marque là-dessus? On l'a fait l'année dernière et on a dit qu'on ne le referait plus.
Donc, tu vois, on était en sales meeting hier et on a clairement affiché que ça, on va demander à ce que tout le monde respecte le fait que la marque ne souhaite pas qu'on soit assimilé à ça et qu'on le fasse. Et ça, on l'a, tu vois, typiquement, il y a quelques années, même, on avait fermé on avait même fermé le site. Ouais. Pour le jour du Black Friday, on avait fermé le site. C'est vraiment quelque chose. Tu vois, on s'est dit, il faut essayer une fois pour voir ce qui se passe réellement derrière ce truc-là. On l'avait jamais fait. Ouais. Mais tu vois, on s'est rendu compte que c'est pas nous. Ouais. Et en fait, on tend à faire les choses un peu autrement. Tu peux avoir de la croissance, la surcroissance, en tout cas, ça ira pas avec le discours de la marque. Et c'est encore une fois beaucoup plus de problèmes. Par contre, la croissance intelligente, c'est bonne. Tu peux freiner ta croissance, tu peux retenir ta croissance. C'est un exercice que vous faites chez Pitcher aujourd'hui. On l'a toujours fait. On l'a toujours fait, mais en collaboration aussi avec les magasins. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand même eux qui donnent le top départ. C'est quand même eux qui te précommandent des choses. C'est eux qu'il faut écouter en priorité. Et puis ça représente quand même 75%, c'est-à-dire qu'ils ont quand même le droit de vie ou de mort sur toi. À la fin, c'est le consommateur final qui décide. C'est lui, c'est un peu comme quelqu'un qu'un chanteur ou quelque chose. C'est le spectateur, c'est lui qui a payé le billet. Donc c'est ça. Mais dans notre chaîne, nous, effectivement, c'est le shop et ce qui est important, c'est toujours de se dire comment on le. Je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil de mon truc. Non, mais oui, c'était vous en fait finalement, vous avez besoin d'une marque forte parce que vous faites du B2B. Oui. Mais nous, on est une marque de B2B. Ouais. On est une marque de B2B. Ça, c'est une réalité. Ouais. Oui, vous vendez le gros, vous le vendez à des revendeurs. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est bon. J'ai rattrapé le fil. C'était comment faire. Et du coup, c'est de voir avec eux, de dire, ils te commandent 100, on va livrer 90. Parce que des fois, on peut se tromper aussi dans sa commande. Ça arrive. Hein. Donc, nous aussi, on peut lui dire, tiens, prends ça, on pense que ça va être une super trend, on y croit à mort. Et puis en fait, c'est pas une si bonne trend que ça, les deux sorties sont moins bons. Donc, donc tu livres 90. Donc, en vrai, tu as déjà mis un petit coup de levier. Et ça c'est sain. Parce que du coup, tu n'as pas des surstocks. Parce que les surstocks, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre des pricing dans tous les sens. Donc, de la surconsommation de trucs, des fois que tu n'as pas besoin, mais comme tu as vu moins 60, tu dis bon, je vais le prendre. Mais en fait, tu ne l'aurais pas acheté sinon. Donc, tu vois, c'est là où nous, on a toujours eu ce rôle-là de faire attention à ça. Là, cette année, je pense que ceux qui nous écoutent et qui suivent la marque ou qui suivent les marques ont vu que cette année, c'est une année où il y a beaucoup de pricing partout, pour la simple et bonne raison que la sortie de Covid a été très dure pour les magasins et les marques. Ça a fait des espèces de gros up and down et les magasins se sont retrouvés surstockés. C'est une réalité. Donc, on aide un peu tout le monde et nous aussi. Donc, vous faites un compromis à cet endroit-là en disant bon, ok, on n'aime pas ça. Mais il faut dire, tu vois, ça part du truc, il faut dire les choses. Mais par contre, ça, chez nous, c'est fini. Ça, aujourd'hui, vous utilisez, vous réfléchissez à utiliser, parce que là, tu m'expliques tout ça, moi je le comprends très bien. Vous utilisez vos réseaux sociaux pour raconter ça directement à vos consos, leur expliquer, c'est des choses où vous posez la question. Alors, on va le faire sur des plateformes un peu plus institutionnelles, tu vois, comme Twitter, c'est X ou LinkedIn, on va expliquer certaines choses, mais on va pas le faire sur Facebook, sur Insta ou sur TikTok. Ça, on va pas le faire. Okay. Pourquoi ça, c'est une question que je poserai la prochaine fois, je ne sais pas. Non, mais je me la pose en tout cas. Non, mais tu fais bien parce que tu vois, ce qui est bien avec ce genre d'exercice qu'on est en train de faire ensemble, c'est que tu vois, là, j'ai plein de trucs que je me note. Tu es dans la voiture, qu'il faut que je pose 2-3 questions, etc. Et c'est vrai que c'est toujours. Après, si tu veux et que je vienne à la prochaine copine faire la mouche du coche, je peux venir. Hein. Tu me dis pourquoi c'est pas si loin. Hein. Ouais, c'est pas si loin. Mais tu vois, c'est toujours cool de faire ces exercices parce que bien sûr, maintenant, on peut plus être partout, avoir les yeux, les oreilles aussi partout. Et puis, c'est pas le but. Enfin, on fait confiance aux équipes. Elles sont largement meilleures que nous sur tout un tas de sujets. Et des fois, on sait pas tout. Et c'est intéressant quand même de récupérer les questions. Et tu vois, c'est une très bonne question. Alors, Pitcher, c'est une marque née à Clermont-Ferrand. Ça, on l'a dit en intro. Voilà, le siège social est à Clermont-Ferrand. Merci. Les fondateurs sont français. Les équipes aussi.
En grande partie. En très grande partie, je réfléchis, mais oui. Voilà. Et pourtant, quand on déboule sur vos réseaux sociaux, c'est tout en anglais. C'est tout en anglais. Putain, j'en ai parlé hier. Et du coup, quelle est aujourd'hui la part de votre business qui est faite à l'international? Parce que j'imagine c'est pour cette raison que tout est écrit en anglais. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, comme on est déjà l'outdoor se pratique partout dans le monde, et la langue est un peu universelle, ça reste l'anglais. Même si en France, on n'est pas très bon, on fait du franglais. Je parle pour moi en tout cas. Mais en fait, c'est important quand tu es une marque et que tu veux parler un peu à tout le monde. C'est vrai que l'anglais, c'est quand même plus simple. En tout cas, dès que tu veux avoir une communication sur tes réseaux de marque qui se veut être international, t'as pas trop le choix. En revanche, c'est vrai que ça, c'est les questions qu'on s'est posées avec les équipes, avec l'équipe retail et le community manager. C'était pour les stories ou les posts Instagram des Picture Store, étant donné que c'est une franchise nationale, faut les mettre en français. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, on est français et puis on est très fiers de parler français, c'est très cool. Donc il y a pas de sujet là-dessus, mais ça, tu vois, c'est une question qu'on a abordée hier et du coup les posts passeront en français pour les Picture Store parce qu'il y a pas de. Voilà. Et l'international aujourd'hui, ça représente une part importante de votre business. Ta première question, effectivement, aujourd'hui, tu vois, la France. Alors si je dis pas de bêtises, la France doit représenter encore à peu près 20% du CA, 20-25% du CA. En fait, c'est l'Europe qui représente gros. Donc, tu vois, toute l'Europe, c'est à peu près 60% du business. 70% du genre Allemagne, Autriche, gros clients. Est-ce que c'est les fondus d'outdoor donc, tous les germanophones, effectivement, c'est des gros mordus d'outdoor et ça pratique à fond. Ouais. Et ouais, donc ça, c'est le deuxième marché après la France, l'Allemagne, dans tous les cas. C'est le pays où vous êtes le plus installé après la France. C'est l'Allemagne. Et après, tu as les US-Canada, qui représentent quand même gros. Et ensuite le Japon-Chine. Est-ce que l'étiquette du marque française, c'est un truc que vous utilisez dans votre communication? Est-ce que ça aide à vendre à l'international? Étant donné qu'on n'est pas full produit en France, tu vois, on parle pas trop de Made in France parce qu'on n'a pas trop de légitimité à le dire. Ouais. Par contre, de dire qu'on est une boîte française, ça oui, on n'hésite pas. Ouais. Tu vois, typiquement pour les US, c'était très cool. Les US et le Canada, ils adorent. Le storytelling, provenant de France. La success story à la française. Et puis le fait de nous voir parler en franglais, ils adorent ça. Le petit charme. Ouais, voilà. Et c'est vrai que du coup, ça a plu et ça nous a aidés. Ça, c'est une réalité. Par contre, après en Europe... pas plus que ça. Ouais. C'est le produit. En Europe, c'est le produit. Ouais. Si ton produit est bon et que tu as l'air de savoir de quoi tu parles, c'est cool. Mais tu pourrais être allemand, autrichien, peu importe. Moi, la première fois que j'ai vu Picture arriver, je savais pas que c'était français. Hein. Ouais, parce qu'on le disait pas trop. Ouais. Tu sais, en Europe, je te dis, notre premier marché on a s'est développé, c'est l'Europe. Ouais. Est-ce que initialement, là, quand au fond, je m'adresse aux fondateurs, est-ce qu'initialement, il y a quelques années en arrière, c'était moins glam d'avoir une marque française. C'était un peu dans la glisse, on pensait US, quoi. On pensait dans la glisse, si on parle vraiment de la glisse, effectivement. C'est Burton, bien sûr. Oui, Forum, machin. C'est ça, ouais. Et de toute façon, c'est la glisse en tant que telle, c'était, tu vois, le marché de la glisse à l'époque, c'était 55. Les US représentaient 55% du marché mondial. Ouais, ok. Bon. Et le reste, c'était le Canada, donc voilà. Tu vois ce que je veux. Ouais. Et de là, c'est soit australien, soit américain. Bien sûr que cool. Hein. Enfin, marque cool de glisse, c'était ça. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas appelé la glisse française, quoi. Non. non. On a mis du temps à trouver le nom, mais la glisse française, c'est pas arrivé dans le... Moi, en farfouillant, je suis tombé sur quelques comptes Instagram qui sont dédiés à vos marchés locaux, parce qu'il y en a, voilà. Il y a par exemple Picture Organic Korea, qui a un compte avec 8500 abonnés. Et la ligne éditoriale, elle est pas mal différente de ce que fait la maison mère. J'ai même vu des chorés de K-pop. Ouais.
Voilà, alors pas Ouais, toi, ouais. mais visiblement des Coréens. Oui, C'est qui anime ce compte? C'est votre distributeur local? ouais, c'est le Ouais. distributeur en corrélation avec le community manager. De chez vous? Nous, ouais, nous on D'accord. le valide, mais oui, c'est vrai que c'est quand même très différent de notre manière de consommer. Et effectivement, la K-pop, mais t'as aussi, tu vois, t'as des questions, on se pose des questions des fois de faire des collabs avec des mangas, parce que c'est ce qui est consommé. Ouais. Et nous, peu, tu vois, c'est différent. Bien sûr, ouais. Et en fait, mais c'est ça qui est cool, c'est que chaque pays a une culture différente. Et c'est vrai qu'avec la marque, tu vois, on voyage vachement et ça permet aussi en fait, de voir tout un tas de choses où tu te dis, putain, en France, ça sortirait pas. Mm. Et comment vous vous organisez pour conserver une sorte de consistance dans la tonalité, dans la DA aux quatre coins du monde, alors que j'imagine qu'effectivement il y a des tensions, enfin des tensions, en tout cas il peut y avoir des influences sur des marchés locaux en développement Ouais, fort, ouais, etc. t'as etc. raison. Alors, on n'a jamais fait de licensing, parce que tu sais, ça, il y a pas mal de marques qui le travaillent comme ça en licence. Donc, Ouais. c'est-à-dire que tu cèdes ta licence de marque À des locaux, à quoi. des locaux, Ouais. alors un fournisseur, hein, Ouais. une usine. Et l'usine, elle va produire, elle va te dire, bah moi, ma DA, c'est autre chose, Ouais. Maintenant je te mets des mangas et ça sera très bien comme ça. par exemple. Et on fait des collabs avec des icônes de K-pop et ouais. Par exemple. Ouais. Et ça, on l'a jamais fait, on veut pas le faire. On préfère, du coup, tu génères moins de business. Le fait de pas faire ça, Ouais. de pas aller, nous, les gammes pitcher et les tailles en pitcher restent les mêmes, peu importe les continents, Ok. peu importe le pays, c'est la même chose, c'est le même catalogue pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on a toujours voulu, c'est un truc universel, c'est un peu, tu sais, c'est un peu à la McDo, quoi. Et pareil partout. Et c'est comme ça. Et le truc, c'est que déjà, on n'avait pas la force de frappe pour aller s'amuser à faire des gammes différentes un peu partout, parce que t'es quand même, t'es quand même, c'est de l'usine, hein, donc tu fais pas ce que tu veux, t'as des minimums à produire. Ah, bien sûr. Donc à un moment donné, tu vois, on n'est pas assez gros pour justement pouvoir faire ça, mais en même temps, c'est même pas une volonté de notre part aujourd'hui. Donc par contre, la contrepartie de tout ça, le fait de pas y aller et de pas faire des gammes spéciales justement pour certains marchés, eh ben tu limites ton business. Ouais, c'est ça, Ouais. parce que ça doit être difficile de rester, alors je m'excuse l'anglicisme, hein, culturellement relevant. Ouais. Quand on est comme ça une marque globale, mais qu'on est installé à Clermont, et en même temps, bah oui, il y a des éléments notables culturels locaux, et la glisse, l'outdoor, Ouais. ce que vous faites, le lifestyle, hein, c'est culturellement, c'est très impliqué, tu vois. Donc vous acceptez de temps en temps de dire, ben ouais, on va être un peu en décalage peut-être, mais C'est ça, ouais. On sera peut-être pas les premiers à qui on va penser sur certains marchés, mais encore une fois, c'est pas grave. Notre côté destructif, ça reste quand même toujours l'environnement ouais. et le design. Ça, c'est vraiment deux choses chez nous qui sont extrêmement importantes, qu'on sait très bien faire et de manière vraiment différente des autres. Donc tu vois, c'est de se dire, on se différenciera Ouais. encore une fois comme ça. Donc international, ok, mais aussi et surtout en France, hein, vous avez aussi des comptes Instagram dédiés aux boutiques. On en a parlé un Ouais, petit bien peu sûr. tout le long là. Mhm. Bah voilà, Pitcher Clermont-Ferrand par exemple, ou Pitcher Store Lyon, Pitcher Store Clermont, Exact. Pitcher Annecy, Metz, Vannes, etc. Euh, Si j'ai bien compris, ces boutiques, il y en a certaines qui sont en propre, il y en a d'autres qui sont des franchisés, c'est ça? Exact, ouais. Ok, À la base, c'est un réseau de franchise d'accord. construit avec un des premiers groupes de revendeurs, là, des 3 premières années, quoi, qui s'est dit un jour, mais, les gars, si on met que du pitcher, il faudrait voir ce que ça donne. Mm. Donc c'était un pari fou, parce que nous, on lui a dit, non mais attends, va pas te lancer là-dedans, imagine, tu plies la boutique. Et c'était un pari fou, il était chaud, on était chaud, puis on a écrit l'histoire comme ça. Donc, encore une fois, tu vois, tu as l'aventure humaine et business, et ça, c'est toujours ce qu'on a cherché à faire. Tu as toujours ce côté aventure humaine, et bien sûr, tu l'allies au business, parce que bon, faut bien un peu d'argent quand même pour développer des innos. Hein. C'est pas avec des médailles qu'on paye ça. Et du coup, tu vois, tu as cette aventure-là qui nous a amené effectivement à développer la franchise
Combien de magasins aujourd'hui en propre et en franchise? 20 franchises et 2 en propre. Ouais, c'est beaucoup. Je dis pas de bêtises. C'est déjà un gros. C'est déjà pas mal. Hein. Mais il s'est construit, tu vois, avec Nord-Vendeur historique. Ouais. La plupart du temps, c'est Nord-Vendeur historique ou des belles rencontres à un moment donné. Ok. Voilà. Mais typiquement, Lyon, c'est ça. Hein. Et c'est quoi l'objectif là sur sa franchise? Vous voulez continuer à faire croître cette franchise brick et mortar? Pas forcément, parce que là, on est bien implanté dans les villes, tu vois, dans toutes les villes moyennes. Là, vous aviez envie d'être? Ouais, c'est Ouais. ça. L'Europe peut-être, non? C'est un angle? Alors, l'Europe, tu vois, on y a pensé. Ça fait un moment qu'on se tâte à y aller. En ce moment, en plus, t'as pas une conjoncture qui aide à investir. Hein, pour le coup, je pense que ça t'aura pas échappé. Mais au-delà de ça, si on parle pas de la morosité de marché qu'on voit en ce moment et des conneries qui sont faites un peu de partout, c'est plus si on le fait, par exemple, si on mettait un store à Innsbruck ou à Munich ou à Berlin, tu vois. Est-ce qu'on le ferait de la même manière qu'on le fait en France, parce qu'on est quand même moins connu, un peu moins connu que sur ton marché local, ou est-ce qu'on ferait pas plutôt des genres de maisons pitchers, un peu comme fait Deus Ex, qui le font très bien. Ouais, ok. Tu vois, ils font ça très bien. En tout cas, on trouve. Un peu showroom, tu veux dire, un peu. Ouais, un peu showrooming, un peu prestat de service où tu fais de la réparation. Ah ouais, ok, je comprends. Tu as de la seconde main, tu sais, où tu viens. Enfin, tu vois, faut le penser, ce truc-là. Okay. Et ça, on le pense, tu vois, ça fait déjà quelques années même qu'on parle avec Jules Géré tu vois, d'avoir une maison un peu comme ça à Chamonix. C'est quand même ce que j'allais dire. L'endroit, enfin, je veux dire, de montagne, c'est bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut qu'il y ait une tireuse, il faut qu'il y ait une licence, alors. C'est ça. C'est ça, c'est compliqué. Voilà, ça complique les choses, mais tu vois, on aimerait aller là. Mais est-ce que vraiment ça serait faire une énorme chaîne un peu la Super Drive, est-ce qu'on est vraiment là-dedans ou est-ce que c'est vraiment nous, tu vois? Je suis pas totalement convaincu. Enfin, on l'est pas tous les trois, sinon on l'aurait fait. Ouais, je comprends. Ok. Pour en revenir à ces shops, à quoi ça vous sert aujourd'hui d'avoir des comptes dédiés pour vos shops? Est-ce que ça fait partie, on va dire, du deal franchiseur-franchisé, c'est-à-dire, tu as ton territoire d'expression, moi je te prête la marque, je développe des moyens de communication, c'est aussi ça le lien des franchiseurs. Et toi, tu as cet espace à toi, comment ça marche en fait? Est-ce qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent sur ces comptes ou... Oui, bien sûr. Alors, ils sont toujours libres de proposer des idées. Par contre, c'est nous qui postons. C'est nous qui préparons tout le storytelling. Parce que déjà, il faut avoir le temps de faire ça. Ouais. C'est un boulot, tu le sais bien. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un boulot, ça prend du temps et il faut quand même faire quelque chose de quali. Et quand tu passes la journée en shop, tu fais du merch, tu fais du réappro, tu passes tes ressorts, tes machins. Enfin, il y a du boulot, quoi. Ça bosse, quoi, toute la journée. Enfin, je veux dire, nous, on a commencé là-dedans, on sait. Et ils savent aussi s'ils nous écoutent. Donc, c'est dur, en plus de ça, le soir, de se remettre dessus. Enfin, tu vois, ça, c'est après l'édito, se dire, attends, le kid qui est en alternance, il m'a fait les vidéos ou pas? Il faut une ligne globale, que tout le monde la reprenne au même moment, propre. Enfin, donc ça, c'est nous qui le faisons pour eux. Donc, c'est plutôt une prestat de service. En plus de ça, qui leur permette de gagner du temps, mais en plus de ça, que ça soit quali et qu'on puisse s'en servir aussi pour promouvoir un event qu'ils vont faire sur le spot. Et ça, tu vois, c'est eux, par contre, qui le drive. Et on se sert de la force et de la puissance, justement, de Meta pour aller toucher l'environnement pour une soirée. Tu vois, si le mec, il fait une session jeudi groovy, ça mixe, machin. Enfin, tu vois, de plus en plus, les magasins font ça. Et c'est très cool. Donc ça sert à promouvoir parce que ces shops-là n'ont pas de site, internet. D'accord. Ça, c'était une volonté. Donc il faut quand même quelque chose. Un point de contact avec leurs marchés locaux. C'est ça. Faut quand même mettre un peu d'image du shop. Faut quand même mettre un peu. Je comprends. Tu vois. Est-ce que vous les accompagnez aussi sur du publicitaire sur leurs marchés locaux? Il y a du SMA sur, je sais pas, je prends le shop de Metz. Est-ce que vous travaillez sa zone de chalandise sur Meta ou SMA? Ça, c'est eux qui le font. Pour la simple et bonne raison que quand tu habites la ville, c'est toi qui sais. Ce qui est bien. Ok. Moi, j'ai pas la prétention de dire. Donc ils gèrent leur rad. Dans quel truc? Ouais. Ok, d'accord. Parce que tu vois. Ouais, ok. J'aurais jamais la prétention de dire. Par contre, avec Clermont-Ferrand, je peux te dire comment ça marche. J'imagine. Bon. Là, on a fait un beau gros tour d'horizon. Moi, j'aimerais qu'on revienne, si tu permets. T'as encore un peu de salive, c'est bon, ça va? J'en ai encore. Ouais, c'est bon. Okay. J'aimerais qu'on revienne sur l'histoire d'entrepreneur. Moi, ce que moi, me plaît, moi aussi, je suis entrepreneur. Là, j'ai mon associé Rémi, et souvent,
on regarde aussi les copains qui ont entrepris, ceux qui ont entrepris avant nous, ce qui est votre cas, etc. Et on regarde comment les gens ont fait. Et moi, je trouve votre histoire, elle est assez folle. Voilà. Dans les années... Merci. Et pourquoi ? Parce que moi, je suis et pourquoi je la trouve particulièrement forte ? Parce que moi, je suis un garçon de Haute-Savoie, hein, et dans les années 90. Voilà, quand moi j'avais... quand t'étais un peu branché glisse, c'était le rêve de tous les kids, monter une marque, tu vois. C'était notre... faire sponsoriser. Exactement. C'était notre rêve. Et moi, avec mes potes, c'était exactement ça l'objectif. Voilà, et t'as raison. Et quand on était peu nombreux à se dire... C'était même pas vraiment une option d'être athlète, c'était plutôt travailler dans cet environnement, zoner dans cet environnement, si je puis dire. Exactement. En tout cas, d'avoir l'impression... t'es un peu dans le truc. Exactement. Et ça, c'était... Et Pitcher, je trouve que c'est vraiment une success story comme on les fait plus à cet endroit, c'est-à-dire en mode bootstrap, à la débrouille, etc. Comment on fait pour garder l'énergie des débuts ? Voilà, la fraîcheur du challenger, la fraîcheur que vous aviez, vous, là, quand vous étiez des kids morts de dalle, ultra passionnés, ou qui rien ne peut arrêter. Vous êtes allés sonner à des portes en mode rien à branler, on vous les a ouvertes parce que finalement, personne ne pouvait vous retenir. Comment on garde ça avec le temps ? Quand on s'embourgeoise, on a des gamins, poussettes, et qu'il faut... tu vois ce que je veux dire ? T'as totalement raison. Et en fait, alors comment on fait ? Parce que là, c'est vrai que, tu vois, ça faisait longtemps, par exemple, qu'on n'avait pas tourné ensemble. Genre, tourné dans des shops, etc. Ça fait très longtemps. Et là, tu vois, on s'est dit, là, maintenant, on se rebloque une semaine, à droite à gauche, et on se refait... des mini-tournées, on va tous les trois au salon, tu vois, le sport achat, les choses comme ça. On y retourne ensemble tous les trois. Les sales meetings, tous les trois aussi. On revient tous les trois, machin. Parce que, en fait, pour retrouver, on l'a jamais perdu, tu vois. On s'est assagi, bon, forcément, voilà, gamin en bas âge, tu prends cher. Pour ceux qui savent, ils savent. Pour les autres, vous verrez. Vous verrez bien. Et en réalité, comment tu ravives la femme ? En fait, tu sais, quand tu as des associés, une association, c'est un peu comme un mariage. Il faut toujours raviver la flamme. Faut, tu vois, faut un peu souffler sur les braises de temps en temps. Et pareil, si tu veux être pertinent, si tu veux amener encore des nouvelles choses, si tu veux reproposer, parce que nous, c'est quand même ça notre job aujourd'hui. Et pour ça, faut qu'on se bouge. Faut qu'on aille dans les pays dont on a cité tout à l'heure, dans ces shops-là, filer un petit coup de main comme on faisait à l'époque, se remettre un peu, tu vois, se retrousser un peu les manches et aller un peu au contact. Machin. Il y a comme ça que tu récupères la chauffe. Parce que c'est que ça, c'est de la chauffe. Et tu vois, hier, ce qu'on a vécu, c'était génial. Tu vois, t'es de nouveau avec tous les marchés, t'as les mecs qui sont quand même déplacés des quatre coins du globe pour venir... écouter ce que la marque a à dire, mais finalement t'écouter. Ouais, c'est ça. Et voir ta collègue. Tu veux dire que le founder, il reste clé. Tu peux pas débrayer et dire bon, maintenant ça tourne cette histoire. Les gars, vous êtes une centaine là, faites tourner l'histoire. C'est parce que même les équipes, elles sont fédérées autour d'un entrain qu'on va être en capacité, je l'espère, à amener. Si tu le fais plus, en fait, tu sais, ça se ramollit. Ouais. Tout le monde fera le job parce qu'on fait tous le job. Il n'y a pas de sujet. Mais en réalité, c'est un peu chier. Et puis du coup, tu as du turnover, parce que tu as des mecs qui commencent à se barrer, et tu dis, c'est plus ce que c'était. Tu vois, des choses comme ça. Quand t'en arrives là, que t'entends ça la première fois, c'est là où il faut réagir très vite. Ça fait mal. Ça veut dire que tu fais plus ton boulot de fondateur. Il faut le dire comme c'est. Et à un moment donné, il faut se mettre aussi un petit coup de pied au cul en disant, là, il faut qu'on le fasse. Ça. Et en plus, c'est cool. On passe un bon moment, on est potes. C'est pas comme si, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends bien sûr. Il faut qu'on aille de nouveau rider ensemble. Tu vois, ça fait des années qu'on n'est plus partis tous les trois. Ça va, les genoux ils suivent, c'est bon, tout va bien. Ouais, putain. Méfie-toi quand même. J'ai pris un coup de vieux. Le jour, si c'est pas se faire les croisés ou une épaule. Attends, je touche ma tête. Ça, je veux pas. Mais ouais, et ça, faut qu'on le refasse tous les trois. Alors, tu sais, par habitude, maintenant, tu pars avec les kids. Parce que déjà, t'en as envie, c'est cool, t'es en famille, machin. Mais du coup, on prend plus de temps qu'il faut qu'on prenne pour les rider ensemble, se retrouver dans une, dans une situation où t'es avec un mec qui porte la marque, tu discutes avec lui. Tu vois, ça, c'est des choses je comprends, ouais. Très simple, mais on fait plus. Est-ce qu'il y a un moment dans votre aventure entrepreneuriale où toi, t'as senti la bascule de petite marque, niche, pointage, que vous avez été à marque grand public, tu vois
mainstream. Est-ce que tu as senti ce moment et qu'est-ce que ça t'a fait en fait? Est-ce que tu étais fier ou est-ce que tu t'es dit merde, putain, je voulais pas ça? Pourquoi je pose la question? C'est pareil, parce que là, je repense comme dans les années 90. On kiffait le mainstream, c'était pas très classe. On kiffait le niche, tu vois, le pointard, etc. Est-ce que tu te souviens ce moment-là où il y a eu ce point de bascule et puis quel était ton feeling? C'est une très bonne question. Le point de bascule, je sais pas s'ils seront d'accord avec moi, je vais gérer, mais ouais, je pense que c'est 2018 là. C'est vraiment ce 2017-2018, c'est là où je trouve, en tout cas, de moi, on bascule dans un environnement de marque plus gros, avec vraiment de la structure, tu vois. Et du coup, t'es un peu moins agile. Ouais. Et moi, je l'ai senti comme ça. Mais t'es plus solide. T'es plus solide, t'es plus carré, Ouais. t'es plus pro. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Parce que t'as pris des gens qui sont meilleurs que toi, et ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon conseil. Toujours prendre des gens meilleurs que toi. Mais t'es un peu moins punk, quoi. Du coup, t'es un peu moins moins pirate, ouais, ok. Ouais, tu te mets un peu moins à poil dans les vidéos. Ouais, bah oui, c'est ça. Et ou en tout cas, on dit, ouais, ça, c'est peut-être un peu compliqué à traiter en image, alors que nous, avant, on s'en foutait. On se posait même pas les questions. Comment on fait pour garder sa capacité à prendre du risque? Parce qu'en fait, au début, on prend du risque, on s'en fout, on a rien à perdre. Après, petit à petit, on a des trucs à perdre. Alors, on prend moins de risques. Bah, disons qu'en fait, c'est pas que tu as à perdre, c'est surtout que là, tu as beaucoup plus de monde qui croit en toi et qui te suit et qui regarde, en fait. Bah, tu veux dire? Non, mais c'est même pas ça, c'est que tu vois, t'as quand même 90 personnes derrière toi. Donc, quand tu prends un risque qui pourrait les impacter, bah, du coup, tu le mesures. Ce qui est peut-être une forme d'ailleurs de quelque chose qui est peut-être pas terrible parce que ça pousse plus l'entrepreneur à justement prendre ces risques qui sont importants pour l'entreprise. Mais du coup, tu y penses chez toi le soir quand tu prends une décision de faire un truc. C'est dur, hein, comme job. Bah, tu penses le soir parce que tu te dis si jamais ça foire, on perd temps. Si on perd temps, bon, les équipes vont être impactées. C'est une réalité. Et c'est à tes décisions. Mais à un moment donné, je pense qu'on te suit aussi un peu pour ça après derrière, parce que bien sûr tout le monde préfère la sécurité, le truc qui tient, mais en fait ça n'existe pas. Si tu bouges plus, tu redescends. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai. Et ça, tu vois, mais ça, tu reprends le risque parce que tu es ensemble avec les équipes, que tout le monde est dans un climat de confiance ensemble. Les gens sont fédérés autour de toi, autour autour de nous, autour d'un projet. Et en fait, tout le monde est embarqué. Si tu sens que tout le monde est embarqué, toi, ça te donne de la chauffe et ça donne de... Tu sais, t'as envie d'y aller. Ouais. Si, en plus, tous les trois, on y croit vraiment. Tu sais, c'est vraiment ça. Quand tu crois pas trop à un truc, ça nous arrive des fois sur un projet où il y en a qu'un seul qui voulait absolument y aller. Les autres, ils disent, bon, bah fais-le. Fais ton truc. Bah non, mais t'as pas envie d'empêcher non plus. Faut pas être frustré non plus dans son... Tu vois, parce qu'à 3, t'as aussi ça. À 3, ce qui est de bien, c'est que tu partages les peines et tu vois, les bonheurs comme les peines, le risque, les décisions, le stress, tu le partages. Par contre, c'est toujours à 3. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Jamais tes petites victoires pour toi. Ouais, je comprends. Et des fois, tu vois, tu te laisses... ok, tiens, essaye de faire ça. Mais généralement, ça marche pas terrible parce que du coup, les autres sont pas embarqués. Et du coup, tu as une partie des équipes qui ne l'est pas naturellement puisque... Est-ce que tu n'as pas davantage envie, là maintenant, de raconter votre histoire d'entrepreneur, etc. Tout ce qu'on se raconte, là, est-ce que tu n'as pas envie de davantage le raconter? Est-ce que tu as des occasions d'ailleurs de le faire? Pas tant que ça. Enfin non, attends, je te dis une grosse bêtise en plus, parce que les 2 derniers podcasts que j'ai fait, c'était pour parler de ça. Ah ouais, bah voilà, super. Donc tu vois, et ça date, de 3 mois, 3 mois, donc tu vois, bon. Super, bah écoute, déjà, je suis très content que tu sois là. Mais c'est vrai que c'est cool parce que maintenant, au bout de 17 ans, tu vois, on a quelques bricoles à raconter, des anecdotes drôles. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont preneurs de tous tes retours d'expé et tout, c'est cool. Hein. Peut-être même d'ailleurs qu'il y a une bande de 3 petits branleurs quelque part qui sont en train de t'écouter et qui sont en train de se dire « Ouh, c'est intéressant ça ». Ça, nous aussi, on a une idée. Justement, est-ce qu'il y a des projets, toi, que tu vois naître chez d'autres et dans lesquels tu retrouves aussi cette énergie des débuts où tu as envie d'être comme le gars qui colle des membranes là et tu leur dis ah ils ont un truc, j'ai envie de leur donner un coup. Mais tu vois, on s'est toujours dit qu'on se gardait toujours un peu de temps pour recevoir justement des personnes qui veulent monter un projet ou qui l'ont monté mais qui ont envie de discuter.
c'est pas, tu vois, mais c'est de discuter. Prendre 1 heure pour échanger autour d'un café ou autour d'une bière, mais de parler du projet, de parler du machin. Et ça, on le fait régulièrement, quoi. Ok. Donc, soit au bureau, soit on se déplace en ville, boire une petite bière et on discute, mais vraiment toujours dans un format très, très cool. Et t'en as, tu vois, récemment, là, c'est des jeunes là, qui montent une marque où, en fait, ils prennent le midré, ils le concassent et, en fait, ils font du colorant naturel. Et chaque produit sort un peu différemment de la teinture. Ah ouais, ok, d'accord. Et, en fait, chaque produit est un peu unique. Et je trouvais ça, enfin, tu vois, et puis, bon, bah, ils prennent ce qu'on appelle la pouzzolane, donc c'est le caillou de la lave. En fait, c'est la lave séchée Ok. chez nous. Donc, clairement, parce que c'est la chaîne. Oui, bien sûr, bien du sûr. volcan. Et effectivement, donc ils concassent ça et ça donne une espèce de, tu vois, une couleur un peu rouille. C'est assez chouette. Et tu vois, tu as des idées comme ça qui continuent de sortir et qui sont. Et ça, tu vois, si je prenais pas ce temps-là, bah, je le verrais pas tant que ça parce que, bon, bah, le soir, je suis pas non plus à regarder tous les nouveaux trucs qui sortent et tout parce que, bon, bah, s'occuper des gosses. mais au-delà de ça, tu vois, de se donner ce temps, c'est aussi de s'ouvrir l'esprit à tout un tas de choses qui se passent, des bonnes idées, des manières de bosser un peu différentes. Ouais. Parce que bon, ben, on devient un peu boomer aussi. Bah non, mais on a ses habitudes. Bien sûr. Ça te permet des fois de penser, sortir de ta zone de confort sur tel ou tel truc. Ça fait partie du truc. Ouais. Tu vois, Je comprends. rencontrer justement ces startups ou des boîtes ou des projets, Bah, que ce soit jeune ou moins jeune. Hein, donc oui, ça on le fait. Vincent, ça fait, je crois, plus d'1 heure et demie. C'est vrai ? Ouais, bah, moi, je passe un très bon moment. Ouais, mais pareil. C'est J'ai l'impression d'être à la messe. c'est- Donc j'ai plus des cacahuètes. C'est très cool. Peut-être que vous avez aussi envie de papoter avec Vincent. En tout cas, vous avez un projet là. Vous êtes ce genre. Vous êtes comme lui. Où est-ce qu'il faut aller parler ? C'est où le meilleur endroit si on veut, si on a une méga idée, on dit Vincent, j'aimerais juste que tu donnes ton avis. Eh ben, mais ils me contactent en DM sur Insta et puis s'ils ont envie, soit en visio, mais soit après, ils se déplacent à Clermont. Je t'embarque pas dans un bourbier. T'inquiète Ah pas, ouais. il y aura que du qualitatif. J'en suis sûr. Est-ce que tu es un peu présent sur LinkedIn ? On peut aller sur Ouais, LinkedIn. LinkedIn, je suis présent. Ouais. Insta, pareil. Ok. LinkedIn, Insta, je les lis les DM. Super. Mais plus les messengers Facebook et tout. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était Bah, une super merci, conversation. Moi, j'ai fait un peu à le tour toi. de toutes les questions que j'avais en stock. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps. On a réglé aussi notre différend, Clermont, Annecy, etc. Donc, je suis aussi content qu'on se quitte, mon copain. Vincent, un énorme merci. Merci beaucoup. Les amis, ce podcast, vous l'écoutiez dans une application de podcast. Vous avez compris, là, c'est pépite. Ce genre d'épisode, faut le partager. Absolument. Donc là, vous finissez l'enregistrement de l'écouter. Là, tout de suite, vous le partagez à un pote, à une pote, sur LinkedIn, Instagram, là où vous voulez. Faites découvrir ce podcast et l'échange avec Vincent. Je pense que c'était ultra cool. Encore un grand merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye.